Bonjour à toutes et à tous, la vidéo que vous allez voir est certes un peu longue, mais c'est normal puisqu'elle a été enregistrée en live sur mon serveur Discord. Il s'agit d'un cours d'initiation à la théorie des groupes, donc on va vraiment initier les concepts. Si tu es en, allez, on va dire en première, terminale, tu devrais comprendre la plupart des notions que je vais raconter. Ce cours a été enregistré par PomPomPom, que je remercie pour m'avoir fourni justement l'enregistrement. Il avait été aussi enregistré au format audio par Noah. Noah qui a été d'ailleurs à la demande de ce cours, et donc cette vidéo lui est spécialement dédicacée. Je vous laisse avec le cours. Eh ben, écoutez, on peut commencer. On peut faire peut-être un petit tour de table pour se présenter vite fait. Enfin, vous mettez dans le chat votre, par exemple, votre niveau pour que je sache à peu près à qui je m'adresse. Savoir si j'ai principalement des lycéens, des collégiens, des post-bac. Bac plus 1, l'ensemble vide pour Noah. Noah qui est en quatrième, enfin, qui a fini c'est l'équivalent de la quatrième en Belgique, hein, si je ne me trompe pas. Terminal, mais qui connaît un peu la théorie des groupes, ok. Ah oui, c'est vrai que tu es en prépa MPSI. Agrégé, bah ouais. Bac plus 1, ok. Bac plus 1, tu rentres en bac plus 1 ou... Oui, d'ailleurs, dans quoi est-ce que vous rentrez? C'est peut-être ça la question que j'aurais dû poser, parce que du coup, là, vu c'est les vacances d'été, pas forcément très clair. Ah, les groupes de silo. Je parlerai pas des groupes de silo. Je trouve ça personnellement assez horrible. Puis j'ai pas compris grand chose à mes cours sur la théorie de silo, donc faudrait que je me replonge dedans. Waouh, on commence à avoir du monde. C'est bien, ça met la pression. Qui c'est qui a rejoint? Ok. Parler des espaces matriciels. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en théorie des groupes, on peut faire intervenir des matrices, effectivement. Je rentre en terminale. Salut, je rentre en cinquième. Ok, donc on a un cinquième. Ok. Ok. Du coup, je pense que Elix, tu dis que tu es en cinquième, il y a peut-être des prérequis du coup que tu n'auras peut-être pas dans ce que je vais raconter. Tu vois, je vais peut-être parler de matrice, je vais peut-être parler d'espace de fonction, c'est des choses que tu n'as sûrement pas encore vues. Donc après, peut-être que tu connais aussi, par tes... Parce que tu t'as fait des maths un peu perso, donc ça c'est bien. Mais voilà, je vais parler de choses un petit peu plus high level du coup. Que le niveau 5e. En thèse à l'IMG, ok. C'est bien, ça met la pression. J'ai un thésard et un agrégé qui sont en train de me juger. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Bon, bah nickel. Bah du coup, on peut commencer. Alors, moi, je pense que un truc qui peut être intéressant pour introduire la théorie des groupes, c'est de partir des... Alors on va introduire l'algèbre, donc en fait on va introduire des choses qui sont très basiques. Le mieux c'est de partir vraiment de la base de la base de la base, c'est-à-dire juste parler des ensembles, déjà dans un premier temps. Parce que dans un groupe, pour faire simple, la définition d'un groupe, je vais la mettre dans le chat. Est-ce que je fais sur Word? Est-ce que je la mets dans le chat? Bon, on va voir. Mais pour l'instant, je mets ça dans le chat. Un groupe, en fait, c'est un couple. C'est un couple d'éléments. Donc un couple, vous savez, on peut le voir comme une sorte d'ensemble ordonné avec deux éléments. Un couple, il y a deux éléments. Ou deux termes, vous savez pas comment on appelle ça. Donc c'est un ensemble avec une opération. Donc je mets ça dans le chat, hein, du cours oral. Là, on a un exemple de couple, d'accord? Un couple E+. De manière plus générale, un couple, c'est AB. Hein. On peut l'écrire simplement AB. Un groupe, c'est ça, c'est E+. E, c'est un ensemble, et plus, c'est ce qu'on appelle une loi de composition interne. Donc, plus familièrement, une opération. Bonjour Jérém, qui nous rejoint. Donc, on fait un cours d'initiation à la théorie des groupes, je viens juste de commencer. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre pour faire la théorie des groupes, c'est de partir vraiment de la base, déjà les ensembles, et puis on va introduire loi de composition interne, etc. Donc un ensemble, alors bon, j'adore la théorie des ensembles, je pense que ceux qui regardent ma chaîne le savent. Un ensemble, c'est une collection désordonnée d'éléments. Je vais l'écrire parce que je pense que la définition est intéressante. Un ensemble est une collection désordonnée d'éléments. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Collection désordonnée d'éléments. Bah, collection, on peut le voir comme une collection de timbres. Quelqu'un qui collectionne les timbres, je connaissais le nom, si quelqu'un connaît le nom d'ailleurs des collectionneurs de timbres, le nom un peu scientifique, je suis preneur, mais quelqu'un qui collectionne les timbres,
on regarde sa collection de timbres, qu'est-ce qui nous intéresse dans sa collection de timbres? Ce qui nous intéresse pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est la position des timbres. Il n'y a pas de classement dans les timbres. Il n'y a pas forcément, c'est discutable, mais il n'y a pas forcément de meilleurs timbres. Philatélis, voilà, merci. Il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans les timbres non plus. On peut essayer de trouver, voilà, on va les classer par date, on va les classer par valeur, mais a priori, dans n'importe quelle collection, il n'y a pas forcément un classement qui est effectué. Quand on regarde une collection, quelqu'un qui met ses timbres dans une armoire ou dans un trieur, il ne va pas forcément les classer. Ils sont rangés, mais ils ne sont pas classés. C'est là qu'on comprend aussi le désordonné. Le fait que ce soit désordonné, ça fait qu'il n'y a pas d'ordre sur les timbres. C'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble 1, 2, tac, être égal à l'ensemble que je vais écrire, hop, 2, 1. L'ensemble qui contient 1 et 2, le message s'envoie pas, voilà. Et il est égal à l'ensemble qui contient 2 et 1. Et alors, ce qu'on appelle des éléments, bon, bah, pour comprendre la signification d'éléments, vaut mieux passer par les axiomes, parce qu'il n'y a pas de réelle définition à ce qu'est un élément. Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est une collection qui est désordonnée, il n'y a pas d'ordre, et puis, autre chose qui est importante, il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de répétition non plus, c'est-à-dire que l'ensemble qui contient 1 et 1, c'est la même chose que l'ensemble qui contient 1. Tetsu qui demande c'est quoi un axiome? Un axiome, c'est simplement une assertion mathématique ou une proposition, donc c'est une phrase mathématique, que l'on va poser comme étant vraie afin de construire une théorie dessus. Alors, la notion de vérité n'est pas forcément universelle en maths. Bonjour à Idiot Écrémé qui nous rejoint. Donc un axiome, c'est une vérité de base qu'on va fixer pour construire une théorie dessus. Et il y a des axiomes, par exemple en théorie des ensembles, le plus simple, ça serait l'ensemble vide existe. Ça, c'est l'axiome de l'ensemble vide alors, il n'est pas toujours dans les axiomes de la théorie des ensembles, parce qu'on peut le démontrer à partir d'autres axiomes, mais on peut poser l'axiome, l'ensemble vide existe, et à partir de là, on fait ce qu'on veut. Alors, un ensemble, c'est pas juste quelque chose qui est dans un ensemble. Un élément, pardon, je sais pas lire. Un élément, c'est pas juste quelque chose qui est dans un ensemble. Le mot élément, tu peux pas l'utiliser comme ça tout seul. Un élément, ça veut rien dire. Tu dois toujours l'accompagner de quelque chose. Un élément, c'est un élément d'un ensemble. Donc il faut toujours dire un élément de E, un élément de ce que tu veux. Mais le mot élément, je pense pas que tu puisses vraiment l'utiliser comme ça. Ouais, on peut démontrer le vide à partir de la compréhension. Ouais, c'est ça. À partir du schéma d'axiome de compréhension. Mais attends, ça veut dire que mon niveau en maths existe. Eh ben, il existe. Il existe. C'est fascinant. L'ensemble vide, c'est ça. Tac. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails dans la théorie des ensembles parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et ça risque d'être long. Mais il faut déjà bien avoir conscience de ce qu'est un ensemble, comprendre la notion d'ensemble. Est-ce que il y a quelqu'un qui n'a pas compris la notion d'ensemble, ce qu'était un ensemble? Là, pour ceux qui font du post-bac, je pense qu'ils s'ennuient un peu parce que c'est quelque chose normalement qui est compris. Hein. Salut Luce Agus Aquarium. Médépolis qui est là. Voilà, ça rejoint dans tous les sens. Non, il y a un axiome de l'ensemble vide. Oui, il y a un axiome de l'ensemble vide, mais il n'est pas toujours mis dans la liste des axiomes de ZF parce que, avec le schéma d'axiome de compréhension, on peut le démontrer. Donc, il sert à rien. Dès qu'on pose le schéma d'axiome de compréhension, on peut retirer l'axiome de l'ensemble vide. Donc voilà, son utilité est discutable. Vu que si je dis pas de bêtises, le schéma d'axiome de compréhension... Est-ce que c'est un axiome de Frankel ou de Zermelo? Je sais plus. Pas sûr de ça. Pas sûr de quoi? Qu'on peut le démontrer? Ok. Ok, donc tout a l'air compris... Ok, je vous en prie, avancez. Ok. Donc la notion d'ensemble, c'est clair. La notion de couple a l'air claire aussi, je pense. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est la notion de loi de composition. Pas déjà de composition interne, juste loi de composition. Donc une loi de composition, ça va être une fonction
On appelle ça plus vulgairement une opération, hein, quand on parle de loi de composition. Donc une opération, c'est par exemple les opérations que vous connaissez, on a l'addition, la multiplication, division, soustraction, puissance, enfin il y a plein de choses qui existent, on peut en inventer aussi. Hein. Je pense que ceux qui font des maths depuis l'école primaire se sont sûrement déjà amusés à inventer des opérations un peu burlesques. On peut inventer des opérations sans problème. Donc une loi de composition, c'est une fonction qui va d'un produit cartésien d'ensemble. Il faut que j'introduise la notion de produit cartésien. Je suis en train de me dire, là c'est peut-être pas forcément clair. Hop. Cette notation-là, d'ailleurs, il faut être assez familier avec, je pense. Mais je vais l'expliquer. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est une fonction que j'ai appelée plus, qui est le symbole de l'addition, qui va de l'ensemble E croix F dans un ensemble G. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément clair, je suis d'accord. L'ensemble E croix F, c'est ce qu'on appelle un produit cartésien d'ensemble, c'est-à-dire un ensemble de couples. Ouais, t'inquiète Noah, je vais expliquer ce truc-là. Ah oui, merci pour le LaTeX. Oui, c'est vrai, il y a Texit en plus, je peux l'utiliser, je suis bête. C'est effectivement plus lisible comme ça. Donc E croix F, c'est un produit cartésien, c'est un ensemble de couples dont le premier élément est dans E et le deuxième est dans F. Donc un exemple que je peux prendre, c'est ce que je vais prendre comme exemple, N croix Z. Par exemple, le couple qui contient 5 et moins 18, hop, il appartient à N croix Z, d'accord? Le premier élément, le 5, il appartient à N, et le moins 18, il appartient à Z. Aussi simple que ça. Donc c'est ça un produit cartésien. Alors, une loi de composition peut-elle être une relation sans être une fonction? Alors, relation... Je dirais que... Enfin, ça dépend de ce que tu définis comme relation. Une relation, ça peut être vu comme une loi de composition qui prend en argument deux éléments, enfin deux éléments d'un même ensemble, et qui renvoie une valeur booléenne, qui renvoie 0 ou 1. Et dans ce cas-là, deux éléments sont en relation lorsque le résultat donne 1. Après, une loi de composition peut-elle être une relation sans être une fonction? Dans tous les cas, c'est une fonction. En fait, une loi de composition, c'est une fonction. Une relation, ça dépend comment tu définis une relation, mais pour moi, une relation, c'est une fonction. Donc, y a un lien entre les deux, mais je vais pas trop parler, je pense, des relations. Je pense que ça sera quelque chose d'autre. On pourra parler effectivement de l'algèbre avec les relations d'ordre, les ensembles ordonnés, les trucs comme ça. Ça peut être intéressant. T'inquiète, Luce, t'as pas loupé grand-chose. Hein. J'ai plus ou moins commencé. J'ai parlé des ensembles, j'ai juste introduit les ensembles et j'ai introduit là les lois de composition pour l'instant. Donc je pense pas que t'aies raté grand-chose. Alors ça, c'est donc loi de composition. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou il y a quelqu'un qui a pas compris quelque chose sur les lois de composition? Personne. Donc je continue. Donc il y a les lois de composition interne maintenant. Une loi de composition interne, la grosse différence, c'est que E, c'est égal à F, c'est égal à G. Je vais mettre un espace et je vais mettre $. Voilà. Quand E est égal à F est égal à G, on a donc une loi de composition interne, c'est-à-dire que notre fonction plus maintenant, elle prend deux éléments de E, elle renvoie un élément de E. On dit que la loi, c'est une loi de composition interne à E. On précise quand même que c'est à E, sinon ça veut rien dire. C'est comme le mot élément. Le mot élément tout seul, il veut rien dire. On précise toujours. Donc là j'ai une opération plus qui est une loi de composition interne à E. Alors Bernard qui essaye de faire des choses, qu'est-ce qu'il a essayé? Ah oui, parce que oui. Bien joué, il y a juste les deux points qui... Ouais, ok. C'est ça, exact. Ok. Donc, loi de composition interne, c'est juste ça. C'est une loi de composition où E, F, G, c'est les mêmes ensembles. On n'a que du E, par exemple. Du coup, déjà, première chose, premier truc qu'on peut définir, c'est un magma. Alors, un magma, c'est un couple. Je vais pas oublier les accolades. Hop là. Un magma, c'est un couple, donc E+, où E c'est un ensemble, et plus c'est une loi de composition, mais en plus cette loi de composition, elle doit être interne à E. C'est la première structure algébrique, la structure algébrique, on va dire, la plus triviale.
C'est utilisé dans la finance. Très bonne question. Je sais pas du tout. Je fais pas de finance. Tu veux dire le terme magma? Est-ce que les magmas sont utilisés dans la finance? Un groupe, c'est toujours non vide. Ouais, je vais y venir. Je vais y venir. Alors, un groupe, oui, mais c'est pas forcément le cas du magma. C'est pas forcément le cas du magma parce que parce qu'on n'a pas on n'impose pas qu'il y a un élément neutre. Mais je vais y venir parce que là, je vais perdre tout le monde si je parle déjà d'éléments neutres. Enfin, je vais perdre ceux qui sont encore au collège ou au lycée. Mais ok, c'est un axiome qui demande l'existence d'un élément neutre, donc c'est valide. Ouais, pour les groupes, mais je vais y venir, je vais y venir. N'allons pas trop vite. Ah oui, mais Arthur qui n'est pas sur le vocal. Je vais y venir. Tac. Ok, donc un magma, c'est juste ça qu'on impose, c'est un ensemble avec une loi de composition interne à cet ensemble. Du coup, on peut déjà trouver des idées de magma. Est-ce que, mettez dans le chat des idées de magma que vous avez, qui vous passent par la tête. C'est-à-dire un ensemble avec une loi de composition interne à cet ensemble. Des 6. Oui. Mais plus simple. Des choses... Alors, N+, ouais. N+, très bien. Effectivement, tu prends deux entiers naturels, tu prends l'addition, tu additionnes deux entiers naturels, en résultat, tu obtiens un autre entier naturel. Donc, effectivement, ça marche. Tout groupe est un magma, oui, ça c'est vrai. Mais c'est pareil, je vais y venir. Alors, est-ce que... D'autres idées. Donc, N+, c'est intéressant. Il y a des choses encore moins... PSN de FQ. Oui, effectivement. D'autres idées. Alors, moi je vais donner d'autres idées. On verra plus tard. Donc, on a... Alors... On a aussi l'ensemble des nombres réels munis de la multiplication, par exemple. Alors, faut pas que je me trompe dans la tech. R, hop. Alors Z, alors D+, D, alors qu'est-ce que tu appelles? Ah, l'ensemble des décimaux, peut-être. Donc oui. Z+, effectivement, deux entiers relatifs, tu les additionnes, ça donne un entier relatif. R fois, donc tu prends deux nombres réels, tu les multiplies entre eux, ça donne un réel. Voilà, Z-, très bien. C'est un exemple que je voulais. Z-, effectivement, c'est aussi, ça marche, c'est un magma. Tu prends deux entiers relatifs, tu les soustrais entre eux, ça donne un entier relatif. Alors, pourquoi je voulais cet exemple-là de Z-, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alors, oui, c'est ça. Donc, première structure algébrique, magma, ensemble, loi de composition interne. Deuxième structure algébrique, on va rajouter une propriété supplémentaire. Ça y est, tout le monde donne plein d'idées de... C'est bien, en plus, il y a de la théorie des ensembles, j'aime bien. On s'arrête là pour les magmas. On va partir sur une autre structure algébrique, c'est le demi-groupe. Demi-groupe. Alors ouais, Monsieur Char, 2 puissance un ensemble, c'est l'ensemble des parties. C'est une notation que je n'utilise jamais personnellement, mais qui est cohérente avec le cardinal, donc ça me choque pas. C'est l'ensemble des parties. C'est la bonne notation, ouais. Je comprends cette notation. Je l'utilise pas personnellement, mais ça me choque pas qu'on l'utilise. Je pourrais me mettre du jour au lendemain à l'utiliser d'ailleurs, en fait, quand j'ai réfléchi. P2E aussi, voilà, c'est l'autre notation, P2E, c'est la notation que moi j'utilise au quotidien, mais 2 puissance 2, ça me choque pas. Donc, on arrête là avec les exemples de magma. Fin des magmas. Merci à tous ceux qui ont mis... Alors, un peu perdu, Savino. Alors, c'est quoi que t'as pas compris en particulier? Il y a un truc sur lequel tu veux que je revienne? C'est les exemples. Ah oui, regarde pas les exemples, tout le monde envoie des trucs très compliqués. Ok. Donc les exemples, ouais, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai, hein, tout ce qui est envoyé, là, enfin, j'ai pas regardé en détail, mais c'est pouf. Ouais. Supplémentaire sur cette loi de composition interne, c'est qu'elle doit être associative. Alors, qu'est-ce que l'associativité? Est-ce que quelqu'un qui sait ce qu'est l'associativité peut le mettre en commentaire? Comment ça, tu as vu PSLN de FQ? Alors, c'est qui a envoyé ça?
Si c'est Noah, ça me choque pas. Hein. C'est Clouty qui a envoyé ça. Je comprends pas. Ah, tu as pas vu, je sais pas lire, c'est moi qui sais pas lire. Je ne sais pas lire. Ok, Monsieur Char, ouais, c'est ça. Icon, c'est ça aussi. Voilà, c'est juste une histoire de parenthèse. Alors, Pom 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 qui demande pourquoi on voit tout ça avant de parler de groupe. Parce justement, on va y venir. J'aime bien la construction de, on rajoute des propriétés supplémentaires pour arriver au groupe. Un groupe, c'est une structure qui est qui demande pas mal de propriétés. Il faut que la loi elle soit associative, il faut qu'il y ait un élément neutre, il faut que les éléments soient qu'ils aient un élément inversible ou un élément symétrique. J'oublie des trucs. Il faut que ce soit non vide. Enfin, ça c'est équivalent au fait qu'il y ait un élément neutre. C'est une structure voilà qui demande pas mal de propriétés. C'est pour ça qu'on monte progressivement en difficulté. On part des structures simples. On rajoute des propriétés et au final, on va arriver au groupe. Là, c'est vraiment un cours d'introduction totale. Hein. C'est pour ça que on va pas rentrer dans les détails des groupes. Hein. On va juste effleurer un peu la chose. Alors, voilà, Bernard qui demande, en gros, ça peut pas être moins. Alors, effectivement, je vais reprendre l'exemple qu'a donné Clouty tout à l'heure, ici. Donc, l'exemple de Z-. Alors, je vais le réécrire en latex, ça va être plus simple. Alors, maths bébé Z uni de la soustraction. Tac. C'est bon. Alors, ça, c'est un magma, parce que si je soustrais deux antirelatifs, ça reste un antirelatif, mais c'est pas un demi-groupe, parce que la loi moins n'est pas associative. C'est-à-dire que je vous laisse essayer de faire A moins B moins C, et de faire ensuite A moins B moins C. Vous verrez que vous n'obtiendrez pas le même résultat. D'accord? Dans le premier cas, vous obtenez, voilà par exemple, prenez un exemple, effectivement, vous prenez 2, 3, 4, vous obtenez moins 5, c'est ça. Et si vous faites dans l'autre sens, si les parenthèses que vous les mettez à droite plutôt que les mettre à gauche, 2, moins 3, moins 4, ça donne effectivement 3, ce qui est différent de moins 5. Donc vous obtenez pas le même résultat en fonction de l'endroit où vous placez les parenthèses. D'accord? Ce qui fait que cet empirique est non associatif. Ah, faut ping Malek. Il faut que Malek vienne sur ce cours. Ah bah voilà, il est plus rapide que moi. Donc, effectivement, la soustraction n'est pas associative dans les antirelatifs. Donc, on n'a pas un demi-groupe. Voilà, on a un magma, mais pas un demi-groupe. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est un magma qui n'est pas associatif? Par exemple, l'exponentiation. Ça, j'aime bien cet exemple. J'aime bien les puissances. On prend les réels positifs. Math BB R plus unis de l'exponentiation. Donc, on va mettre une flèche de Conway. Enfin, une flèche de Knut, plutôt. Hop là. Donc les réels positifs munis de la puissance... Ah, ça met l'accent circonflexe automatiquement. Okay. Vous prenez deux réels positifs, vous les mettez à la puissance l'un sur l'autre. Ah voilà, E par O, j'avais oublié la commande LaTeX. Attends, je vais réexpliquer l'associativité justement avec cet exemple-là. L'associativité, c'est le fait que, par exemple, A plus B plus C... c'est égal à A plus B plus C. Et que peu importe l'endroit où tu mets les parenthèses, c'est le même résultat. Si tu mets les parenthèses à gauche ou les parenthèses à droite, ça donne la même chose. Ce qui n'est pas le cas pour la soustraction. Tu vois, si tu remplaces les plus par une soustraction, ça marche pas. Et pareil avec, donc, chez les réels positifs, si tu mets la puissance. A puissance B puissance C, par exemple. Ça, c'est pas pareil. Voilà, j'ai oublié de mettre les... faut que je mette les accolades. Hop là. C'est pas pareil donc que A puissance B puissance C. Est-ce que ça va marcher? Ouais. C'est ça. Bon. Faut imaginer les parenthèses. Hein. Quand on lit les puissances, les exposants, ça se lit de droite à gauche, enfin, de haut en bas.
Donc ça donne pas le même résultat, parce que dans le cas à droite, là, A puissance B, le tout puissance C, ça donne A puissance B fois C, d'accord, les exposants se multiplient entre eux. Plutôt que de se mettre en exposant. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans le cas général, évidemment, on peut toujours trouver des exemples où ça marche. Évidemment, tu prends A, B, C égale 1, tu prends 1, 1, 1, évidemment, 1 puissance 1, ça fait pareil que 1 puissance 1, le tout à la puissance 1. Ça, évidemment. Mais il faut que ça marche dans tous les cas, dans tout R+, vu que là, j'ai pris l'exemple de R+. Et ben, c'est pas le cas dans tout R+. Tu peux trouver des éléments de R+, où t'as pas cette égalité-là. Donc, l'associativité, c'est ça. Donc, voilà l'exemple des demi-groupes. Donc, demi-groupe, ça doit être associatif, d'accord? S'il n'y a pas l'associativité, c'est pas un demi-groupe. Ok. Ah, ça parle de Malek. Donc, Malek, tant qu'il n'est pas encore là, on n'en parle pas. Le jour où, dès qu'il arrive sur le vocal, ça va être quelque chose. Maintenant, les monoïdes, oui, c'est ça, exactement. Tu as compris là où j'allais en venir. Effectivement, monoïdes. On arrive aux monoïdes. Les monoïdes, donc, on rajoute encore une propriété supplémentaire, c'est qu'on doit avoir un élément neutre. Donc, qu'est-ce qu'un élément neutre? Ah, très bonne question. X plus 0, ça fait combien? X plus 0, ça fait X. Maintenant, 0 plus X, ça fait combien? Ça fait X aussi. 42, effectivement, ça répond à tout. Ça fait toujours X. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que 0, c'est un élément neutre, tout simplement. 0, il ne modifie pas les éléments avec lesquels on le compose. D'accord? Donc on appelle ça un élément neutre. Et effectivement, donc, comme le dit Noah, Bernard Cannelloni, 0 c'est un élément neutre de l'addition. Alors, élément nul, l'élément nul, on parle de... Enfin, c'est du vocabulaire qui est plus approprié aux anneaux, à la théorie des anneaux, parce qu'on fait la distinction entre l'élément neutre un anneau, ça a deux lois de composition, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et donc, on a l'élément neutre de la première loi, qui est l'élément nul, et l'élément neutre de la deuxième loi, qui est l'élément unitaire. Donc, on n'en parle que pour les anneaux, en fait. De l'élément nul. Mais pour les monoïdes, on appelle ça donc un élément neutre. Et donc, c'est parti, des exemples de monoïdes, à vous. Donnez-moi des exemples de monoïdes. Et aussi des exemples de trucs qui sont pas des monoïdes, des trucs qui sont des demi-groupes et pas des monoïdes. Essayez de me trouver des contre-exemples aussi. Alors, Savino qui me dit, du coup, pour l'addition, c'est l'opposé. À propos de quoi? Du coup, j'ai pas compris la remarque sur l'opposé. Alors, ouais, Noah qui écrit... non, c'est pas Noah, pardon, c'est TH Sepharim. Je sais pas prononcer les pseudos, hein, vous m'en voulez pas si je prononce pas les pseudos. Voilà, précisez si vous parlez du coup d'un exemple de monoïde ou d'un contre-exemple. Du coup, ça peut être dans les deux cas, c'est intéressant. N accolade 1, c'est quoi ça, N accolade 1? Je ne connais pas cette notation. Ah, privé de 1. Uni de la multiplication, ok. Ok. Ouais, donc c'est bien, on a déjà des exemples. Alors, donc des exemples de monoïdes, les plus classiques, effectivement, c'est les antinaturels munis de l'addition. Pourquoi c'est classique? Parce que l'addition, c'est une loi de composition interne aux antinaturels, ça on l'a déjà vu. En plus de ça, c'est associatif, ça on l'a vu aussi. Hein. A plus B plus C, c'est pareil que A plus B plus C. Et en plus de ça, on a un élément neutre pour l'addition, c'est 0. Donc c'est parfait. Les antinaturels munis de l'addition, c'est un monoïde. R muni de la multiplication, pareil. On multiplie deux éléments entre eux, ça marche, c'est associatif. L'élément neutre, c'est 1 pour ça. Donc R muni de la multiplication, ok. Qu'est-ce qu'on a donc comme exemple de monoïde? Alors on a les trucs PSLN, FQ, ok.
avec des matrices, ok. PE avec l'union, l'ensemble des parties avec l'union, ça marche, on est d'accord. Si, alors, E est un ensemble vide, non, quel que soit E, effectivement, quel que soit E, ça marche. Effectivement, si je prends deux ensembles, que je fais l'union de ces deux ensembles, ça reste un ensemble. Ça reste un ensemble qui est dans la partie, enfin dans l'ensemble des parties. Ça reste une partie de E. Et de la même façon, on a un élément neutre, c'est l'ensemble vide. Un ensemble E, union ensemble vide, ça fait E. Et l'inverse aussi est vrai, il faut faire attention à la commutativité, j'en parlerai après. L'ensemble vide, union E, ça fait E aussi. Donc effectivement, ça marche. Ça marche. Et puis on avait aussi n privé de 1, Monsieur Char qui proposait n privé de 1 muni de la multiplication, ça marche... ça marche... Oui, du coup, ça marche pas. Pardon. Ça marche pas, c'est pas un monoïde. Pourquoi ? Parce que l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Et donc, si on enlève 1 des antinaturels, on n'a plus d'élément neutre. Donc là, on a un contre-exemple, Monsieur Char nous a trouvé un contre-exemple de demi-groupe qui n'est pas un monoïde. On avait un autre avant, on avait n étoile, j'avais vu, n étoile muni de l'addition. Donc n étoile, c'est n au privé de 0, on enlève 0. 0, c'est l'élément neutre de l'addition. 0 plus n'importe quoi, ça fait ce même n'importe quoi. Donc si on l'enlève, on n'a plus d'élément neutre. Et donc, on a bien, effectivement, un monoïde. Ok. Je pense qu'on est pas mal hein, pour les exemples. F star F, je sais pas ce que c'est ça, Bernard Canelloni. Du coup, tu as le mot vide. Alors ouais, en théorie des langages, c'est vachement intéressant. Bon, je pourrais pas parler du monoïde des langages. C'est effectivement la première fois que j'ai fait un chapitre sur les monoïdes. Enfin, c'est un chapitre que j'ai rédigé moi-même pour faire mon mémoire de licence sur la théorie des langages. Et donc effectivement, à un moment donné, je parle de monoïdes parce qu'on en a besoin pour définir effectivement des langages. Et donc on a le mot vide, parce que sans ça, t'as pas un monoïde. Ouais, c'est ça, avec le mot vide. Le mot vide, c'est le mot que je ne prononce pas, muni de la concaténation. C'est-à-dire que je concatène deux mots entre eux, ça fait un nouveau mot, je prends le mot, je sais pas moi, pierre et le mot jambon. Ça fait pierre, jambon. Concaténation. Tac. Effectivement, il y a un mot qui est le mot vide, c'est le mot qui ne fait rien. Quand tu le concatènes à n'importe quoi, c'est comme si tu n'avais rien fait, quoi. Donc pierre plus mot vide, donc c'est epsilon. Faut que je fasse du latex. Est-ce que j'ai un peu la flemme ? J'ai pas la flemme, allez. On va mettre sympa. Plus var epsilon. Ceux qui utilisent le epsilon classique, là, le backslash epsilon, vous n'êtes pas normaux. C'est var epsilon qu'il faut utiliser. Voilà, bon. Il y en a qui sont plus rapides que moi. Oméga, donc ou le mot pierre plus epsilon, ça fait pierre. C'est ce que font les Allemands. Pierre jambon. J'ai pas la ref. C'est ce que font les Allemands. Oui, pour les... Oui, ça y est, si j'ai compris. Pour les mots allemands, effectivement, les mots allemands, ils peuvent être aussi longs qu'on veut. On concatène des mots entre eux, ça fait des... Effectivement, oui, c'est ça. Ça serait marrant de théoriser la langue allemande avec la théorie des langages, ça peut être marrant. Volkszeug. Ok. Bon, c'est cool. Vous avez compris donc ce qu'est un monoïde. Et donc maintenant, on arrive... J'ai rien oublié. Non. On arrive au groupe. La raison d'être, finalement, de ce vocal, de ce cours totalement improvisé. Alors, qu'est-ce qui manque au groupe? Est-ce que... Vas-y, quelqu'un qui connaît la réponse, à part les gens qui sont en post-bac... qui sont agrégés, là, ceux qui sont encore au lycée, bac plus 1, 1 euro par minute. Ouais, ça y est, on est à 38 euros, le prix de mes cours. Alors, Monsieur Char, même chose, mais tous les éléments de E ont un symétrique. Effectivement, Monsieur Char a trouvé la réponse. Donc, même chose, mais tous les éléments de E ont un symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire, symétrique ? Symétrique, qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement... Alors... Quelqu'un va sûrement être plus rapide que moi, hein. Je suis très long en latex. Donc, si on pose 0 comme l'élément neutre de l'addition, par exemple, de plus, alors...
le symétrique d'un élément X. Hop là. Le symétrique d'un élément X, ça va être le X' que j'ai écrit dans la formule LaTeX. Oh là là, avec les espaces, oh c'est illisible. Oui, forcément, j'ai tout mis entre dollars, évidemment. Quelle horreur. Le symétrique de X, ça va être le X', c'est-à-dire que X plus X', ça doit être égal à X' plus X, ça doit être égal à 0. Et tous les éléments de l'ensemble doivent avoir un symétrique. Pour tout élément X, il doit exister ce X'. Ce X' doit exister. Le symétrique à gauche suffit. Pour les groupes, pas pour les groupes. Pour les groupes, on doit avoir le... Si. C'est-à-dire... Symétrique à gauche, c'est pas pareil que symétrique à droite. Et son opposé pour l'addition et son inverse pour la multiplication. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que x plus moins x... x plus moins x est égal à 0. C'est pareil aussi que moins x plus x. Ça, c'est pour l'addition. Donc, le symétrique de x pour l'addition, c'est moins x. Pour la multiplication, c'est x puissance moins 1. C'est 1 sur x. Donc, x... je vais l'écrire sous forme de fraction. Voilà. Parce que, alors, du coup, je vais juste vérifier du coup ce que me dit Séraphim. Pourquoi en fait on aurait le juste symétrique à gauche? C'est-à-dire qu'à partir de la symétrie à gauche, on peut démontrer la symétrie à droite, c'est ça? Mathématiques. Oui, on peut le démontrer. Ok. Ah ok. Ok. Ah, ouais, ça m'était sorti de la tête. Je croyais que... Ok. Si, c'est important du coup, parce que dans les axiomes, du coup, il y a un truc qui est inutile. On n'est pas obligé d'écrire du coup que x plus x' doit être égal à x' plus x est égal à 0. Enfin, c'est une remarque intéressante, effectivement. Donc, visiblement, on peut effectivement démontrer que s'il y a un symétrique à gauche, c'est-à-dire si x' plus x est égal à 0, alors nécessairement, on aura x plus x' est égal à 0. Donc pour les anneaux, la distributivité implique la commutativité de plus. Ah, la distributivité implique la commutativité de plus. Ah ouais? Ok. Ouais, je m'étais jamais penché sur la question. En soustrayant. Ah oui, ok. Oui, alors là, on se sert de l'associativité, effectivement. Ok. Alors, Pom qui demande, la loi plus est-elle toujours commutative? Alors, pas toujours. Alors, même si quand on la note plus, en général, c'est quand même une loi commutative. En fait, c'est une notation qui n'est pas vraiment universelle, cette notation plus. C'est vrai que, voilà, quand on l'écrit comme ça, c'est quand même plus commutatif. Si on veut... on peut trouver en fait des groupes qui sont pas commutatifs. Je vais donner des exemples. Mais là, on va rentrer dans des trucs qu'on voit pas au collège, malheureusement. C'est par exemple les matrices. Donc pour ceux qui connaissent les matrices, donc c'est des tableaux de nombres. Pour ceux qui connaissent pas, je voulais dire. Pour ceux qui connaissent pas. Donc hop, je fais ça comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais oui, j'ai mis le n à l'intérieur, forcément. Évidemment, ça pouvait pas marcher. Et puis, j'ai pas mis le R aussi. Bon, ben, Pom, qui gère mieux que moi. Voilà. Maths aussi, on peut l'écrire maths.
Ça marche aussi, effectivement. Alors, donc, l'ensemble des matrices... Alors, là, c'est pas un bon exemple parce que c'est pas un groupe. En fait, laissons cet exemple. Gardons cet exemple-là, qui va servir de contre-exemple, du coup. On peut multiplier des matrices entre elles, mais on n'a pas quelque chose de commutatif. C'est-à-dire que si je prends la matrice A et que je la multiplie à B, ça va pas toujours donner le même résultat que B fois A. En fonction du sens, voilà, ça peut changer. C'est pareil, AB n'égale pas AB, voilà. C'est pareil avec les quaternions, effectivement, j'ai vu l'exemple des quaternions passer. J'en ai parlé sur ma chaîne d'ailleurs. Des quaternions, j'en ai fait je crois 2 vidéos. J'ai même démontré que les quaternions n'étaient pas commutatifs, parce que ça se démontre, c'est pas une propriété qu'on pose comme ça. Les quaternions sont pas commutatifs, c'est un truc qui se démontre à partir de la définition IJ est égal à JK est égal à KI est égal à IJK est égal à -1. Les quaternions, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ensemble de nombres qui vérifie juste ce truc-là. On a les nombres réels, on ajoute le nombre i pour donner les nombres complexes. I, c'est un nombre qui, si tu le mets au carré, ça vaut -1, ce qui paraît invraisemblable au départ, parce que les nombres réels, tu les mets au carré, ça donne un nombre positif. Là, d'un seul coup, ça donne -1, c'est un peu bizarre. Ben, ce nombre i, voilà, il existe, et c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Et les quaternions, oui, les quaternions, c'est une sous-algèbre de M2C. Ça dépend de la représentation qu'on en fait. Effectivement, on peut construire les quaternions, construire un modèle des quaternions avec les matrices, effectivement. Mais si on ne connaît pas les matrices, on va juste partir du principe qu'on rajoute aussi des nombres qui s'appellent J et K, et qui vérifient la propriété que j'ai écrite, donc que je vais remettre, qui est IJ est égal à JK est égal à KI est égal à IJK est égal à -1. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. D'ailleurs, c'est Hamilton qui a... C'est quoi une sous-algèbre? Je sais pas si je vais en parler, les sous-algèbres. C'est encore plus haut, ça. Faut déjà voir les anneaux, les espaces vectoriels, et les algèbres, là, c'est encore plus... Enfin, j'en parlerai, mais pas aujourd'hui, je pense. Pas aujourd'hui. Oui, on parle de groupes, oui, on y est de toute façon dans les groupes, mais c'est intéressant de parler des quaternions. Parce que les quaternions, c'est un exemple de groupe. Oui, de groupe. Ah non, les quaternions non nuls. C'est-à-dire H privé de 0. Je vais l'écrire. Math bébé. H 7 minus 0. Tac, tac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Multiplication. Hop là. Ah, ça met pas les slash. Ah non, j'ai pas mis la parenthèse. C'est ça. On va y arriver. Hop là. Donc on prend les quaternions, on enlève 0. Pourquoi on enlève 0? Tout simplement parce que 0 est jamais inversible pour la multiplication. C'est ce qu'on appelle un élément absorbant. 0 fois n'importe quoi, ça donne toujours 0. Donc on peut pas trouver un nombre tel que 0 fois ce nombre, ça donne 1. On peut pas le trouver. Cloutier qui dit, quand on parle du groupe des quaternions, on parle du groupe fini à 8 éléments. Non, parce qu'on... moi, le groupe des quaternions qu'on m'a enseigné, en tout cas, c'est le groupe engendré par les matrices... Enfin, tu peux additionner les... Ah, oui, pardon. Le groupe multiplicatif... Enfin, oui, ok, j'ai compris. Et le groupe multiplicatif... ok. Après, on peut l'étendre, hein. On peut étendre et prendre toutes les sommes de quaternions, et puis prendre ce groupe-là, vu comme un groupe multiplicatif aussi, ça marche aussi, ouais. Ouais, ok, on peut le voir comme ça, effectivement, comme un groupe multiplicatif, avec juste 8 éléments, ok. Toujours est-il que ce groupe des quaternions, il n'est pas commutatif, et on peut le démontrer. Pareil pour le groupe des matrices. Alors, c'est pas un groupe. Pourquoi c'est pas un groupe? Parce que toutes les matrices sont pas inversibles. La matrice nulle, déjà, elle n'est pas inversible, ok. Mais il y a plein d'autres matrices qui sont pas inversibles. Toutes les matrices qui ont un déterminant nul, le déterminant, c'est un truc que je vais pas expliquer là. C'est un truc...
invraisemblable à expliquer là, mais c'est une fonction qui prend une matrice en argument et qui renvoie un nombre, qui fait un calcul avec les éléments les éléments du truc, avec les éléments de la matrice, les termes qui sont à l'intérieur. Ça fait un petit calcul, ça renvoie un nombre, et ce déterminant, s'il est nul, si et seulement s'il est nul, alors la matrice n'est pas inversible. Donc on a des matrices qui sont pas inversibles. Donc c'est pas un groupe. Pour parler de groupe, il faut parler du groupe linéaire, qu'on note GL N E. Car certains vont être sûrement plus rapides que moi. C'est la compète qui va être le plus rapide. Est-ce que je l'ai bien écrit? La formule? Non, je l'ai pas bien écrit. Génial. C'est pas écrit. Voilà, j'ai oublié une parenthèse. Est-ce qu'on peut revenir au sujet initial? Oui, mais on y est. On est dans les groupes. C'est bien de tout voir comme ça. Aussi, les contre-exemples, c'est important pour... C'est pour ça que j'aime pas le LaTeX. Ouais, mais sur Discord, c'est pas forcément très pratique, mais... discutable. Alors, c'est quoi GL? Je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas. On parle de déterminant. Oui, mais le déterminant... On oublie le déterminant. On va revenir sur GLN de K muni de la multiplication. Donc GL, c'est pour groupe linéaire. Je ne vais pas expliquer sa signification, c'est une explication en algèbre linéaire. Mais je vais pas l'expliquer. L'indice N, c'est la taille de la matrice. En fait, on considère les matrices carrées, parce que toutes les matrices ne sont pas carrées. Faire les matrices, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tableaux de nombres. J'ai déjà dit, mais je le répète. C'est des tableaux, on met des nombres dans les cases. Simplement. Et donc, il y a des tableaux qui peuvent être rectangulaires. Rectangulaire, pas carré, parce qu'un carré est un rectangle. Mais, rectangulaire dans le sens 3 lignes de colonnes, par exemple. Le N, enfin GLN de K, c'est les matrices carrées. C'est sûr. Et le N, il correspond au nombre de lignes, et aussi au nombre de colonnes, vu que c'est carré. Donc c'est le même nombre de lignes que de colonnes. Donc le N, c'est le nombre de lignes, ou le nombre de colonnes, peu importe. Le K, ça fait référence donc à un corps. On ne verra pas aujourd'hui ce qu'est un corps. Mais par exemple, à la place de K, on peut mettre l'ensemble des nombres réels. K, ça peut désigner l'ensemble des nombres réels, tout simplement. Sauf que je me rends compte qu'en parlant de nombres réels, je perds peut-être ceux qui sont au collège qui n'ont pas encore vu ce qu'était l'ensemble des nombres réels. Donc pour ceux qui sont au collège, l'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble des nombres que vous manipulez au quotidien. Donc les entiers, les décimaux, les rationnels, donc les fractions, 1/3, 2/5, tout ça, mais aussi les nombres qui ne sont pas rationnels, genre pi. Pi, par exemple, c'est pas un nombre rationnel parce qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Ça, c'est un nombre réel. Tous les nombres que vous voyez en fait en cours de maths au collège, c'est des nombres réels. Vous manipulez jamais d'autres nombres que les nombres réels. Alors attends, plein de messages. Les déterminants, c'est trop bien. Explique en langage Fortnite. Non, mais Médéric, tu fais un cours sur les groupes, tu as perdu les collégiens frame 1, c'est normal. Bah, c'est sûr, ouais. Je sais pas s'il en reste des collégiens. Si, il y a Elix, il y a Bernard. Donc j'ai au moins 2 autres collégiens. GL2E. Alors ouais, GL2E, ouais, faut... Ouais. Ok, calcule le déterminant de... Non, les déterminants, on fera ça une autre fois. Dans 10 ans. Est-ce qu'on a besoin de ça en début de L1? Alors non, parce que c'est quelque chose que tu vas voir en L1. Donc t'as pas besoin de connaître tout ça en L1. Je parle des groupes. Matrices, c'est quand même bien d'avoir vu ça en L1. Les matrices, on voit ça en maths experte maintenant, en terminale maths experte. C'est bien d'avoir vu ça. Ouais, donc pour les groupes, t'as pas besoin. Là, tu vas voir ça en L1. Donc rassure-toi là-dessus. Monsieur Char qui dit « Médéric, les déterminants, c'est insane ». Mais de toute façon, en maths, on n'est jamais d'accord sur rien, monsieur Char. T'es un analyste, moi je suis un algébriste, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on sera pas d'accord sur les maths. On n'a pas la même vision de la beauté des mathématiques, monsieur Char. Voilà, mettez des caca, je suis d'accord. Mettez des caca. Les déterminants, c'est pas insane. Pas insane. L'analyse complexe, c'est mieux, mais... oui, si on veut, mais l'algèbre, de toute façon, c'est mieux.
Oui, les déterminants, c'est algèbre, je suis d'accord, mais quand même, je sais que c'est de l'algèbre, mais Burke, quand même. De toute façon, Médéric, t'as un trou de cul, j'ai la ref. J'ai la ref. Oui, oui, bien sûr, c'est de la pure algèbre, mais c'est pas une notion qui est intuitive, enfin, ça dépend comment on nous l'enseigne, je pense, parce que il y a tellement de façons différentes d'enseigner les déterminants. Nous, on l'a vu juste comme une somme avec des sigmas dans SN, un truc, la formule générale là, pour calculer les déterminants, et on nous a jamais expliqué, quand j'étais en prépa, ce que ça signifiait vraiment, quoi. Alors qu'il y a plein de belles façons de voir, je pense, les déterminants, avec des parallélogrammes, par exemple. Je saurais pas l'expliquer, je maîtrise pas suffisamment la notion, mais je sais qu'on peut l'expliquer avec des parallélogrammes, ce genre de choses. Mais, euh, mais ouais, en fonction de la façon dont on enseigne, je pense que ça change beaucoup de choses. On revient au groupe. On revient au groupe. Bernard qui ne comprend plus rien. Ouais, paquette. On y retourne. Et du coup, ça signifie quoi concrètement les dettes? Je n'en parle plus. Enfin, mais tu l'expliques en cours particulier et déterminant. Oui, bah, je peux faire des cours là-dessus, mais je pourrais pas développer vraiment. Je pourrais pas faire un vrai cours développé là comme je le fais sur les déterminants. Mais on fera plus tard. Plus tard. On revient sur les groupes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris? Mais mettez votre niveau de compréhension entre 0 et 10. Donnez une note à la compréhension que vous avez jusque-là entre 0 et 10. Monsieur Char, 10 sur 10. Je vous en veux pas si vous mettez, bah voilà, moins 21, n'hésitez pas. Hein. Je ne vous en voudrais pas. 6 sur 10. Déterminant, c'est pas grave. Si t'as pas compris les déterminants, c'est pas grave. Ok. Donc, Elix, moins 21, je pense que c'est normal parce que t'es au collège, donc c'est. Il y a beaucoup de prérequis, hein, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut avoir. Déjà, en fait, rien que la notion de fonction, je me rends compte, j'ai pas vraiment expliqué ce qu'était une fonction, alors qu'on voit ça, je crois, en troisième, peut-être même en seconde maintenant, parce que les programmes sont de plus en plus... Voilà. Et donc, t'es dessus, 6 sur 10, t'es dessus ou t'es dessous. Alors pourquoi il y a un truc sur lequel t'aimerais que je revienne, t'es dessous? Ouais, Savino en troisième, moi j'avais vu ça en troisième effectivement, mais je sais que les programmes ils changent tellement souvent. Enfin, c'est comme les nombres négatifs. Moi j'avais vu ça en CM2 et maintenant on fait ça en cinquième. J'ai un cours particulier, j'ai un mec en sixième, il a pas ça dans son programme quoi, les nombres négatifs. Ouais, j'ai vu ça en CM2. Hein. Mon prof de CM2 il nous avait fait un cours d'introduction aux nombres négatifs. À la fin du CM2, je savais ce que c'était, je savais les manipuler, je savais additionner, multiplier, soustraire, peut-être diviser aussi les nombres négatifs. Alors, donc Bernard qui demande la définition d'un groupe. Donc, je vais donner la définition. Un groupe, c'est un couple. C'est un couple, comme on a vu au tout début du cours. Un couple que je vais noter, donc E plus. Allez, on va le noter E fois, pour changer. On va mettre une multiplication. Ou pardon, la multiplication, le fois, désigne une loi de composition interne à E, associative, unie d'un élément neutre, tel que tout élément de E possède un inverse. On va donner des exemples simples. On va en donner. Là, je donne d'abord la définition. Noah m'a demandé la définition. Et après, on va donner des exemples. Est-ce qu'un couple, ça peut être avec plus d'éléments? Alors, non, parce que sinon, ça s'appelle pas un couple. Un couple, c'est 2. Sinon, c'est un triplet pour 3, un quadruplé pour 4. De manière générale, on parle de famille, il y a plein de noms différents. Il y a les familles, les n-uplés, les listes. Tout ça, ce sont les mêmes objets. Simplement. Un couple, c'est une liste à 2 éléments. C'est aussi un 2-uplé. On parle aussi de n-uplé. C'est la même chose, c'est juste des ensembles ordonnés. Et en plus, où la répétition est possible. Et pour bien définir ça, vaut mieux faire de la théorie des ensembles. Mais c'est pas le sujet de ce cours, malheureusement.
Un groupe est un couple où foi désigne une loi de composition interne un peu associative, munie d'un élément neutre et tel que... Ah oui, parce que moi j'ai mis 2 $, c'est pour ça que ça faisait n'importe quoi. C'est mieux comme ça, effectivement. Merci, merci Noah. Possède un inverse. Alors là j'ai parlé d'inverse parce que j'ai utilisé le symbole fois, le symbole multiplicatif, d'accord? Si j'avais utilisé le symbole plus, on parle d'opposé. On dit que c'est l'opposé, x moins x c'est l'opposé de x. Et de manière générale, si on utilise un autre symbole, je sais pas, moi j'utilise le symbole arrobase par exemple, ou dièse, ou ce qu'on veut, on parle de symétrique. Le cas général, le mot général, c'est symétrique. On peut aussi parler de réciproque quand on parle des fonctions et de la composition de fonctions. On parle de fonctions réciproques. Voilà. Est-ce qu'un groupe, c'est que un couple ou ça peut être avec plus d'éléments? C'est juste un couple. Un groupe est un couple. Ensemble et une loi de composition. Juste un couple. Après, on peut voir des structures algébriques plus complexes, avec les anneaux par exemple, où là on a 2 lois de composition. Donc dans ce cas-là, c'est un triplé. Les corps aussi sont des triplés. Puis on peut inventer en fait plein d'autres structures algébriques en rajoutant par exemple dans les espaces vectoriels, on peut mettre des normes. On aurait un quadruplé, on peut rajouter un produit scalaire, ouais mais ça remplacerait la norme, donc ça n'a pas de sens. On peut inventer plein de structures algébriques différentes, et rajouter, effectivement, avoir des triplés, quadruplés, quintuplés. Mais il faudrait... Enfin, nous on parle de groupe, effectivement. Revenons au groupe. Alors il y a moyen que vous parliez d'un truc pendant 1 minute, je dois faire un truc vite fait. T'inquiète. On manquera pas grand chose. Je sais pas comment je dois prendre ça, Séraphine. Et oui, là, t'inquiète pas. On peut rajouter une topologie, allez. Oui, bah, on peut faire plein de trucs, c'est assez marrant. Moi, j'ai inventé aussi des structures algébriques où tu rajoutes l'exponentiation, où je formalise en fait l'exponentiation réelle au même complexe, en fait. Tu peux formaliser l'exponentielle complexe en mettant les propriétés de les puissances, les exposants se multiplient, des trucs comme ça. Je peux inventer des trucs après. Pas si c'est un intérêt, mais... Bernard qui est de retour. Génial. Ok. Maintenant, donnons des exemples de groupes. On en a donné, mais qui étaient un peu complexes. Trouvons des exemples plus simples. À vous. Trouvez des exemples simples de groupes. Truc facile. Les collégiens peuvent comprendre. Alors, R+, ouais. Tu feras gaffe, il y a une apostrophe. Faut croire que tu fais un truc AR. Ouais. Ouais, mais PSLN de FQ va expliquer ça à un collégien. Alors, Bernard qui invente des groupes, super. Plus, donc R+, l'ensemble des réels munis de l'addition. C'est qui demandait déjà les exemples simples? C'était dessous, je crois. Donc, exemple simple, R+, alors Z+, aussi. Bon, les deux sont relativement simples dans tous les cas. Hein. Non, explique pas ce qu'est PSLN FQ, là. Non. N'explique pas, c'est... Non. Vraiment pas. Non. Expliquez pas ce truc-là. Après, on parlera de Z sur NZ. Hein. On parlera des groupes finis. Parce que là, on parle de groupes infinis pour l'instant. À part les quaternions multiplicatifs. Mais... On va parler après des groupes finis. Dans les groupes infinis, effectivement, on a Z, donc les entiers relatifs munis de l'addition. Est-ce que ça c'est clair que c'est un groupe pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pas pourquoi c'est un groupe? On peut additionner les éléments les entiers relatifs entre eux, ça donne un entier relatif. 0 c'est un élément neutre. C'est associatif, les parenthèses on s'en fiche. Et il y a un symétrique pour tout élément, on a moins x c'est l'opposé de x, et x plus moins x ça fait 0. Les réels pareil, ça marche pareil dans les nombres réels. Les nombres rationnels aussi, là Tetsu qui propose Q+, ça marche aussi. Encore que c'est intéressant là, Tetsu, parce que du coup il faut mettre sous le même dénominateur, donc c'est intéressant à démontrer ça d'ailleurs. Partir de Z+, qui est un groupe, démontrer que Q+, en est un aussi. Ça peut être intéressant.
Montrer qu'effectivement, on peut toujours réécrire sous la forme d'une fraction une somme de deux fractions. C'est équivalent à montrer qu'on peut mettre sous le même dénominateur, en fait. Sur le même dénominateur. Sur ou sous? Oh, il est trop tard pour réfléchir à un genre de question. De vocabulaire. R muni de la multiplication. Alors non, c'est pas un groupe, Savino. R muni de la multiplication. Pourquoi c'est pas un groupe? Ceux qui savent, ne dites rien. C'est Savino qui répond. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, des trucs de 5e. Je trouve un sujet intéressant. Hein. Savino reprend ma définition de groupe. Alors là, elle est montée. Je la remets pas trop loin. Ah, mais je vais copier-coller le de Noah. Je remets la définition d'un groupe. Ah, monsieur Char, fallait laisser répondre. Laisser répondre Savino. Effectivement, 0 n'a pas d'inverse. 1 sur 0 n'existe pas. Tu ne peux pas diviser par 0. Surtout que 0 fois n'importe quoi, ça fera jamais 1. Ça fera toujours 0. Donc dès que tu as 0 et que tu as la multiplication, ça marche plus. Tu n'as plus un groupe. Sauf si tu prends le groupe réduit à 0. Si tu prends le groupe où il n'y a que 0, l'ensemble 0, voilà. Ce truc-là, muni de la multiplication, c'est un groupe. J'ai pas mis les accolades. Les slash. Donc 0 muni de la multiplication, c'est un groupe trivial, qu'on appelle le groupe trivial. Savino qui propose R privé de 0 muni de la multiplication, ouais, ça marche. Et comme l'a proposé d'ailleurs de manière générale, il a proposé, voilà, Cloutier qui propose K un corps. K, si K ça désigne par exemple l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des rationnels, l'ensemble des complexes, et que tu enlèves 0, tu prends la multiplication, tu auras toujours un groupe derrière. D'ailleurs, c'est faux si K c'est le singleton dû à 0. Après, ça dépend de la définition qu'on donne d'un groupe. Parce qu'il y a plusieurs définitions qui existent. D'un corps, pardon. Plusieurs définitions, parce que moi j'ai vu une définition où un corps ou même un anneau, l'élément neutre de l'addition doit être distinct de celui de la multiplication, mais il y a aussi des profs qui n'utilisent pas cette convention et pour qui le singleton réduit à 0, c'est un corps. J'ai déjà vu cette convention. J'ai jamais vu de bouquin où dans un corps tu peux avoir 1 égale 0. Bah, des bouquins, je suis d'accord, mais bizarre. Enfin, j'ai une prof qui nous a soutenu toute l'année que si. Alors, on peut ne pas faire confiance à tous les profs, hein, mais j'étais d'accord avec toi, hein, Cloutier, au départ. Hein, j'ai tenu tête à cette prof. Je lui ai dit, mais écoutez, moi en prépa, j'ai vu la définition que 0 et 1 doivent être distincts. Et elle nous a dit, bah non, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. On peut discuter de la pertinence de cette propriété-là. Après, là, on parle de corps, on parle plus de groupe. Donc là, je vais déjà en perdre. Je vais déjà en perdre beaucoup. Alors, Bernard Canelloni qui propose un très bon exemple de groupe fini. -1, 1, muni de la multiplication. Excellent exemple. Effectivement, -1, 1. Si je les multiplie entre eux, je reste dans -1, 1. Et ils ont tous un inverse, c'est eux-mêmes. Ils sont tous inverses d'eux-mêmes. L'inverse de -1, c'est -1, et l'inverse de 1, c'est 1. Et puis l'élément neutre, c'est 1. 1 multiplié par 1, ça fait 1. 1 multiplié par -1, ça fait -1. Donc, fort. Non, vraiment, 0 est pas un corps. Bah, j'aurais été d'accord il y a un an, mais d'après les cours que j'ai eus en L3, enfin de la chargée de TD d'ailleurs, c'était pas en cours. En cours, j'y allais pas en CM, donc je peux pas savoir ce qu'il racontait en CM. Mais en TD, on a fait justement un quiz sur téléphone. La première fois que je faisais ça, on avait un lien, je sais plus comment ça s'appelle, Kahoot peut-être, je sais plus.
Et voilà, Cloud. On a fait ça, et il y avait effectivement parmi ces propositions, lequel est un anneau, on faisait la théorie des anneaux, il y avait le singleton 0, je l'ai pas mis, et la prof, quand elle a fait la correction, elle a dit, bah, le singleton 0, c'est un anneau. C'est un anneau. Et moi j'ai été surpris, donc je lui ai dit, bah, ah bon? Elle a fait oui. À partir de là... Je savais pas quoi dire. Ok, donc très bon exemple du coup Bernard Cannelloni pour introduire les groupes finis, parce que pour l'instant on a eu des groupes infinis. Donc infinis, les ensembles sont infinis, il y a une infinité d'éléments. Par exemple R, il y a une infinité d'éléments. Pareil pour Z, pareil pour plein d'autres groupes qu'on a vus jusqu'à présent. Et alors c'est quoi un anneau? On verra ça je pense dans un autre groupe, je ferai un cours sur les anneaux. Mais un anneau c'est un groupe uni d'une autre loi, une autre opération qui est semblable à la multiplication, c'est-à-dire qu'on a des propriétés aussi, que ça doit être distributif, tu dois pouvoir faire de la distributivité. Voilà ce qu'est un anneau. Avec des propriétés supplémentaires, d'éléments neutres, d'associativité, il y a d'autres trucs, hein, il y a d'autres propriétés qui doivent être vérifiées. Ah, donc le groupe des quaternions multiplicatifs, les groupes diédraux, mais c'est des groupes compliqués, on va essayer de ne pas perdre tout le monde. Donc Z sur PZ, on va commencer par Z sur PZ. Ça va être le plus simple. Ça va être le plus facile. Groupe symétrique. Allons-y, tant qu'à faire. Oui, ça a déjà été dit, mais pour l'instant, j'ai pas demandé des tonnes d'exemples. On va juste se concentrer sur un. D'ailleurs, on va déjà commencer juste par Z sur 2Z. On va généraliser après Z sur NZ, je pense. On va déjà commencer par Z sur 2Z. C'est le plus simple. Z sur 2Z... Alors, on va commencer par faire simple. Je ne vais pas parler de classe d'équivalence pour l'instant. On va faire, je pense, très simple. C'est Z sur 2Z, ça va être l'ensemble qui contient 0 et 1. Désolé pour ceux qui savent. Ce n'est pas ça. Ne pas utiliser la barre de fraction comme ça pour Z sur 2Z, Bernard Cannelloni. Surtout pas utiliser ça, enfin. Quelle horreur. Ah, mon Dieu. Non, c'est un ensemble de classes d'équivalence, donc c'est pas une division comme ça. Même si je suis d'accord qu'il y a plein de propriétés qui sont vérifiées sur la division et que la notation division est assez logique, mais pas ça. Moche. Oui. Voilà. Voyons. Oui, forcément, quand on met pas les... Si, je les ai mis. Dégage-toi. Z sur 2Z, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, c'est bon. Ah non, c'est Pom qui a écrit notre truc. Oh là là. On va y arriver. Z sur 2Z égale à 0, 1. Le Z, c'est le Z des entiers relatifs. Félix, pourquoi je me sens seul quand je me dis que je comprends? Peut-être pas tout seul. Il y en a qui osent pas le dire. Donc, Z sur 2Z, c'est l'ensemble qui contient 0 et 1. Je sais que c'est faux pour ceux qui connaissent, mais à partir de ça, on va pas introduire les classes d'équivalence pour l'instant. Je vais simplement introduire une nouvelle opération que je vais appeler plus aussi, mais qui va vérifier d'autres trucs que l'opération usuelle. Alors, addition normale. Alors justement, non, elle n'est pas normale. C'est vous que... Alors, oula, qu'est-ce que j'écris? 0 plus 0, ça fait la tête à Toto. Ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et alors la question, c'est 1 plus 1. Ça serait quoi le résultat de 1 plus 1? Alors, on a envie de répondre 2. 2, il n'existe pas dans Z sur 2Z. Dans Z sur 2Z, il n'y a que 0 et 1. Donc 1 plus 1, il vaut quoi? Alors, il vaut 0. Bernard me dit... Alors, pourquoi il vaudrait 0? L'autre qui me propose 1, 1. Sauf que 1, 1, il n'existe pas non plus. Il y a 0, il y a 1, mais il n'y a pas 1. Pas concaténer les éléments comme ça dans Z sur 2Z. Alors pourquoi ça serait égal à 0? Donc il y en a qui parlent de modulo. Ok. C'est ça l'idée. 2 est congruent à 0 modulo Z. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas les congruences... compliqué. Parce que si 1 plus 1 est égal à 1, ça veut dire que 1 est égal à 0. Oui. Effectivement, parce que si tu additionnes moins 1 de chaque côté, effectivement c'est le cas.
Donc, tu peux démontrer que ça peut pas être égal à 1, si on veut que ce soit un groupe, effectivement. L'explication, c'est celle que je vais donner, c'est qu'on va écrire une sorte de bande 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. On va écrire une bande comme ça. Je vais parler des congruences après, mais pour visualiser la chose, je pense que c'est intéressant de l'écrire comme ça. 1 plus 1, c'est quoi? Bah, je me place sur le nombre 1, je fais plus 1. Donc si je fais plus 1, je prends le successeur. Le successeur, c'est 0. C'est ce qu'on appelle un groupe cyclique, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a un sens en fait de l'écrire sous forme de cycle comme ça, de cycle qui se répète 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pour rajouter 2, ça ferait 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, etc. Donc par exemple, dans... Je parlerai de Z sur 3Z après, mais plus 1 ici, ça fait 0, parce que, en fait, 1 plus 1, on dépasse, on arrive à 2, mais 2 n'existe pas, et donc après le 1, dans le cycle, dans la boucle, il y a 0. Donc 1 plus 1 fait 0. Et alors, qu'est-ce que ça signifie, en fait, en termes de congruence? Qu'est-ce que ça veut dire, les congruences? C'est la division euclidienne que vous avez vue au collège, ou en primaire même. Donc, Elix, tu connais les divisions euclidiennes. Elix, qu'est-ce que c'est que le reste dans la division euclidienne? Je vais te l'écrire. Reste dans la division euclidienne de 2 par 2. Et tu prends le nombre 2 et tu le divises dans la division euclidienne, tu le divises par 2. Et tu prends le reste. Ce qui nous intéresse, c'est le reste. Est-ce que, Elix, tu peux dire? Q est égal à 1, R est égal à 0. Ok. Autre question. Maintenant, tu prends le nombre 4 par 2. C'est quoi le reste? Monsieur Shark me dit toujours 0. C'est ça. 6 par 2. Ça fait toujours 0. On est d'accord. En fait, là, on constate quelque chose. C'est un constat. Hein. On peut le démontrer, mais on constate que si tu prends tous les nombres pairs, que tu fais la division euclidienne par 2, le reste, c'est 0. C'est là le sens de Z sur 2Z. Z sur 2Z, c'est l'ensemble des restes de la division euclidienne par 2. On l'appelle Z sur 2Z. C'est les restes dans la division euclidienne par 2. Et donc, dans Z sur 2Z, « 0, c'est égal à 2, c'est égal à 4, c'est égal à 6, c'est égal à 8, etc. » Tu peux continuer, tu peux prendre tous les nombres pairs. Tu peux prendre les négatifs aussi. Tu as aussi moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Tous les nombres pairs sont égaux dans Z sur 2Z. D'accord ? La signification de cette égalité, elle est un peu plus complexe, parce qu'en réalité, derrière, il y a des classes d'équivalence. Je ne vais pas développer. Et alors, Bernard Canelloni qui me dit Z sur 3Z par 3. Eh ben oui, effectivement. Z sur 3Z... Dans Z sur 3Z, on a par exemple que 1. C'est vous qui allez compléter, tenez. Hop. 1, c'est égal à quoi dans Z sur 3Z? Si vous avez compris le principe de Z sur 2Z. Alors 1, c'est égal à 1. Ok. L'autre ci qui me dit 10. Ok. X1, d'accord. C'est égal à d'autres choses. Le 1 de Z sur 3Z. Z sur 3Z, c'est l'ensemble des restes dans la division euclidienne par 3. Alors, c'est Vino qui propose 4. Ok. Alors, Elix, non, pas 3. Pourquoi? Bah parce que 1 et 3, ils n'ont pas, pas le même reste dans la division euclidienne par 3. 1, son reste dans la division euclidienne par 3, c'est 1. Par contre, 3 divisé par 3, son reste, c'est 0. D'accord? Par contre, 5... Attends... 5, qu'est-ce que j'allais dire? « 5, ça marche. » Non, ça marche pas. Ça marche. Oui, ça marche. Non, ça marche pas. Voilà, tu m'as perdu. « 5, c'est égal à 3 plus 2. » Oui, merci. Il m'a perdu. 5, c'est égal à 2. Dans Z sur 3Z. Bon, pourquoi il y a un... Non, j'ai... 3 plus 2 égale 5. Oui. J'étais perdu. Oui, 3, c'est égal à 0. Ouais.
Il est 22h20, faut pas m'en vouloir. Je vous laisse me dire pourquoi ça marche. Alors attendez, je lis tous les messages là. 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, ok. On a trouvé un nombre. 3K plus 1 avec K dans Z. Donc Tetsu qui nous propose. Oui, c'est ça. C'est la réponse universelle. À écrire. Voilà. Tous les nombres qui sont égaux, quand je mets des guillemets pour le égaux, qui sont égaux à 1 dans Z sur 3Z, c'est tous les nombres qui s'écrivent sous cette forme-là. 3K plus 1, où K est un entier relatif. D'accord ? Voilà, c'est la relation d'équivalence, de congruence. D'accord. Monsieur Charles, l'addition sur les classes d'équivalence, autrement dit, c'est comme faire R1 mode A plus R2 mode A. Le résultat vaut R1 plus R2 mode A, mais on réduit à un nombre entre 0 et A moins 1. Sinon tu dépasses. Oui, mais on va pas... voilà, je pense pas que je vais parler de classe d'équivalence. Je pense qu'on va rester dans le simple. Même si pour l'instant je sais que c'est pas si simple que ça, mais on va rester, on va pas faire de trucs trop compliqués. Donc 3K plus 1 avec K dans Z, voilà, c'est la réponse. C'est tous les nombres qui sont égaux à 1 dans Z sur 3Z. Je vais en faire un dernier. Dans Z sur, pour voir si vous avez bien compris, dans Z sur 5Z, 4 est égal à... C'est à vous. 4 est égal à 4. Ok. Z sur NZ direct. 4, il n'est pas égal à Z sur NZ. Ah, tu veux dire comme exemple? Oui. Ok, j'ai compris. Oui. J'aurais pu faire un exemple plus général. C'est vrai. Pour que ce soit simple, il faut que N soit premier. On fera de la théorie des anneaux plus tard. 77, il vaut combien dans Z sur 10Z? Ah bah, à toi de nous dire, monsieur Char. Ah mais non, c'est une question que tu poses aux autres, ok. Enfin, c'est un quiz que... Ok. Bernard qui nous propose 7, oui. C'est ça. Z sur 10Z, il est intéressant cet exemple. Z sur 10Z, c'est l'ensemble donc des nombres entre 0 et 9. En gros, c'est l'ensemble des chiffres, si on veut. Et donc c'est intéressant parce que tous les nombres sur Z sur 10Z, si on veut se les ramener à un nombre entre 0 et 9, en fait on prend juste le dernier chiffre. Donc ainsi 77 c'est égal à 7, mais c'est aussi égal à 37, à 187, à 4537. Ça marche pas pour les nombres négatifs. Gaffe. C'est... pas. C'est quoi un groupe simple? Je n'en parle pas pour le moment des groupes simples. C'est encore un truc qui va venir bien plus tard, les groupes simples. On n'en parle pas encore. Très joli même, Bernard Caneloni. Ce sera la surprise. Ouais, je pense que je vais en faire dans la théorie des anneaux, c'est intéressant à introduire. Je pense que les groupes simples, quand on fait la théorie des anneaux. Mais les groupes simples, c'est pas simple. Voilà, c'est un groupe qui ressemble à PSLN FQ pour N et Q assez grand. Peut-être. Je lui fais confiance. Rien à voir avec les anneaux. C'est pas des anneaux, mais c'est enfin, je l'introduirai plus tard. Je l'introduirai, je pense, après la théorie des anneaux. Mais... je pense déjà, faut avoir compris un peu... faut avoir fait peut-être un peu d'arithmétique, déjà. Je pense. Je sais pas, j'ai pas encore... j'ai pas d'idée de comment je peux introduire ça, mais on fera ça une autre fois. Vive la théorie des nombres. Ah, quelle horreur. Ok. On n'a pas parlé de quoi dans la théorie des groupes? Bah, les groupes, donc les groupes finis, oui. Donc on en était sur les groupes finis. Donc de manière générale, effectivement, tu as les Z sur NZ. Z sur NZ, donc c'est l'ensemble des nombres, en gros, entre 0 et N-1.
l'addition fonctionne donc comme on l'a dit, c'est-à-dire que quand on dépasse, hop, on revient à un nombre entre 0 et n-1. Et on prend en fait le reste dans la division euclidienne. Par exemple, 37 divisé par n, on prend le reste. Ça nous donne le nombre dans z sur nz. Voilà. Alors, ça c'est un exemple de groupe fini, mais il y en a plein. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples de groupes finis? Allez, c'est à vous. Au boulot. Les groupes finis. Plusieurs personnes sont en train d'écrire. A3. Qu'est-ce que A3? J'ai pas le A3. Peut-être que j'ai peut-être vu cette notation, mais j'ai pas le... Ça vient pas là comme ça. Faut que tu me dises ce que c'est. Alors Tetsu qui propose Z sur PZ avec les premiers, oui. Alors, ah oui, alors je vais y venir après. Muni de la multiplication, effectivement. 3Z sur 7Z. Ah, donc l'outil qui nous propose plein de possibilités. Donc, on a vu tout à l'heure le groupe des quaternions, muni de la multiplication. Donc effectivement, on prend 1 moins 1, i moins i, j moins j, k moins k. On multiplie tout ça entre eux, ça marche bien, on est content, et c'est un groupe qui est fini. Ok. Produit direct de z sur nz. Alors, ouais, alors, le plus simple, c'est les produits cartésiens, je pense. Groupe des constructions tangentielles. N, c'est le noyau de la signature dans Sn. Oh, ok. Ok. Z sur NZ+, ok. Alterné, c'est un groupe alterné. Ok, je te crois. M24, l'ensemble des matrices de taille 24 x 24, je suppose, du coup. Dans R, par exemple. Muni de l'addition. Donc ça marche, effectivement. Mais c'est pas un groupe fini. C'est pas un groupe fini parce que il y a une infinité de matrices. Ils font 24 x 24. Il suffit de prendre n'importe quel nombre réel dans la première case. Tu prends 1, 2, 3, 4, 5, n'importe quel entier même, ça suffit. Et tu as déjà une infinité de matrices. Il n'existe qu'un seul groupe à 3 éléments. Ouais. Ouais, mais ce 3 est premier. Après, ça veut rien dire. Alors, c'est des trucs qu'on a prouvé, ça, en L3, le nombre de groupes à n éléments. Je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans, parce que c'est pas forcément facile à expliquer comme ça, là. Ça marche sur un corps fini. Le groupe de Mathieu. Je ne connais pas le groupe de Mathieu. Ok. Les groupes sporadiques. Ouais, pour les nombres premiers, c'est un théorème de Lagrange. Ok. Typé premier plan. On n'a pas de formule pour le nombre de groupes à n éléments. Ouais, on a eu des trucs assez marrants. Mais justement, avec les groupes de silos, j'ai entendu parler là tout à l'heure des groupes de silos. On peut démontrer plein de trucs sur le nombre de groupes qui existent à n éléments. On avait vu par exemple avec 97, je crois, il n'y a qu'un seul groupe à 97 éléments, ou 99 peut-être, je sais plus. On a vu des trucs assez bizarres. Elix qui fait une pause, pas de souci. Voilà, de toute façon, je sais pas si on a bientôt fini, mais en tout cas, on va peut-être pas tarder à conclure. Cette introduction, je le rappelle, c'est vraiment une introduction, donc ceux qui s'attendaient à ce qu'on rentre vraiment dans les détails, on va pas le faire. C'est quoi le noyau? Non, la soundboard commence à arriver. Bernard, je vais te ban. Prendre le saut de borne, mais voilà, j'ai juste à cocher cette case. Je ressemble un peu au youtubeur Médéric. Ouais, c'est vrai. On me le dit souvent. Quand on me croise dans la rue, on me dit « Ah, tu ressembles à Médématique ». Je sais pas qui c'est.
Donc un noyau, je vais y venir, mais après il faut parler aussi de morphisme, des trucs comme ça. Je trouve que parler de noyau sans avoir évoqué les morphismes, c'est un peu dommage. C'est en gros l'ensemble des antécédents de zéro par certaines fonctions, qu'on appelle des morphismes. Il y a des fonctions qu'on appelle des morphismes. Tu prends tous les antécédents de zéro par cette fonction. Zéro, c'est l'élément neutre. Tu prends les antécédents de l'élément neutre, plutôt. Et ça te donne le noyau. Voilà, voilà. Monsieur Char qui va bosser au Walmart. Eh ben, bosse bien au Walmart. Fais la bise à tes collègues du Walmart. Parler de la continuité. Alors, parler de la continuité en algèbre, non. Pas vraiment. Après, si tu peux parler du groupe des fonctions continues. Ah oui, tu fais référence peut-être à la feuille d'exo. La feuille d'exo sur les espaces vectoriels, où il n'y a absolument aucun oubli d'ailleurs dans les axiomes de ce qu'est un espace vectoriel. Personne n'a vu qu'il y avait des axiomes qui manquaient, évidemment. Oui, on pourrait en parler, mais ça peut être intéressant, effectivement. Ça peut être intéressant à montrer que si on fait la somme de deux fonctions continues, ça reste une fonction continue. C'est un truc intéressant à prouver, qui se prouve en général par la définition. Il faut passer par la définition de la continuité. Mais ben Bernard, si tu veux, on reparlera de cette feuille d'exo après. Parce que là, je suis pas sûr que tout le monde ait vu cette feuille d'exo. La feuille d'exo est dans cours introduction à la théorie des ensembles. Il est dans l'initiation, la théorie des groupes, pas des ensembles, des groupes. Tout au-dessus. Je l'ai renvoyé parce qu'il manquait des axiomes, effectivement, dans les espaces vectoriels. Donc j'ai renvoyé le PDF. Au revoir à tous ceux qui s'en vont. J'ai lu factorisé par le noyau. Ah. Ça s'appelle les groupes de Lie. Ne parlons pas des groupes de Lie aujourd'hui. Hors pluie qui doit y aller, faire de la sociologie, Frédéric Niot. J'ai un oncle qui s'appelle Frédéric, mais pas moi. Un dernier truc à me dire, bonne soirée. Hors pluie. Elix qui a une question, il l'a posée après sûrement. Le groupe des fonctions continues sur un intervalle, non, c'est pas ennuyant. Cloutzy, c'est... Dans ce cas, tous les groupes sont plus ou moins ennuyants. Je pense que c'est intéressant, c'est un exercice intéressant de montrer que c'est un groupe, en tout cas. Quand on introduit la théorie des groupes, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, surtout pour les espaces vectoriels, quand en terminale, justement, on connaît les intégrales, les gens qui aiment bien les intégrales, il y a des gens qui aiment bien ça, c'est pas mon cas, mais j'ai un élève en cours particulier qui adore les intégrales. Je me suis dit, pour lui introduire les espaces vectoriels, faisons des fonctions, faisons des espaces vectoriels, des espaces fonctionnels avec des intégrales sur des segments. Et non, je trouve que c'est intéressant pour introduire l'algèbre à des gens qui aiment les fonctions et les intégrales, qui aiment l'analyse. Alors, bon, après, c'est mon avis, mais... ça veut dire quoi quand on dit factoriser par le noyau? Je sais pas. Je sais pas qui a dit ça, et je sais pas ce que ça veut dire, ça dépend du contexte. Bernard qui reste jusqu'à minuit, écoute, pas de soucis, moi je suis là jusqu'à 2h du matin s'il le faut. Elix, si les nombres sont infinis, est-ce qu'il y aura toujours un nombre qui sera jamais dit? Alors, les nombres ne sont pas infinis, c'est l'ensemble des nombres. Préciser l'ensemble des nombres réels, par exemple, qui est infini. Est-ce qu'il y aura toujours un nombre qui sera jamais dit? Ça dépend si on considère que l'humanité vivra jusqu'à l'infini ou pas. Après, les nombres réels, ce qui est sûr, c'est vu qu'il est indénombrable, il y aura toujours des nombres qui ne seront pas dits. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre fini, un nombre forcément dénombrable d'êtres humains si on regarde la temporalité. Si on part du principe que l'humanité n'aura pas de fin et que l'humanité vivra jusqu'à l'éternité, au final, le nombre d'êtres humains sera un nombre dénombrable. C'est-à-dire qu'on pourra les numéroter un par un. Il y a un ordre, par exemple, sur les naissances. L'ordre, ça suffit pas, mais on peut dire, lui c'est numéro 1, lui c'est numéro 2, lui c'est numéro 3. On peut les compter comme ça un par un. Même si on a une infinité, on peut tous les ranger un par un, quoi. Donc là, potentiellement, admettons que chaque être humain dise le numéro, le nombre auquel il est né, tous les nombres entiers seront dits, du coup. Par contre, pour les nombres réels, non, parce que il y a un nombre dénombrable d'êtres humains,
Les êtres humains pourront prononcer qu'un nombre dénombrable de nombres. À nouveau, c'est cette histoire d'ordre. Hein. Il en prononcera le premier nombre qu'il prononcera, le deuxième, le troisième. Et donc, dénombrable fois dénombrable, ça donne dénombrable. Donc, les nombres réels, c'est un ensemble à dénombrable, ça pourra pas, tous les nombres réels pourront pas être dits. Mais c'est la théorie des ensembles un peu, hein, ça, hein, c'est pas, on n'est plus trop dans les groupes. Médéric Nio de Dole. Où est-ce que tu as trouvé cette information, Bernard Caneloni? Je ne savais pas que je venais de Dole. La factorisation par le noyau, pom pom pom, je sais pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui t'aide. Là, je suis un peu lent dans ma lecture des messages. C'est un exo d'analyse, trop dur. C'est isomorphe à R en tant que groupe. C'est vraiment pas intéressant. J'adore les intégrales. Jeanne-Marie Nio, Jeanne-Marie roule vite. Médéric Nio. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Elix. N'hésite pas si j'ai pas répondu. Oh, 40 nouveaux messages, là. Ouf. Est-ce que tu pourrais expliquer la motivation derrière la notion de groupe? Qu'est-ce que ça apporte en mathématiques? Alors, si personne n'a répondu, je vais essayer de répondre. Ça prenne de la place dans les programmes comme ça. Alors, je pense que dans tous les cas, tout ce qu'on voit en mathématiques, ça c'est un avis personnel, mais dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Les groupes, tu vas jamais les utiliser dans ta vie quotidienne. Faut être très honnête. Et c'est pareil, quelles que soient les mathématiques en post-bac, ça sera jamais utile, quoi. À moins que tu sois prof de maths, que tu sois chercheur, que tu fasses un métier spécifique à la matière que tu vois dans le post-bac, ça servira jamais à rien. Mais ce qui est intéressant dans cette notion de groupe, c'est que ça ouvre du coup plein d'autres choses. Ça ouvre tout un pan des mathématiques qu'on appelle l'algèbre, cette théorie des groupes, et ça ouvre par exemple la théorie des anneaux, la théorie des corps, qui sont des cas particuliers de groupe, je le rappelle, avec des lois supplémentaires. Ça ouvre aux espaces vectoriels. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon PDF d'introduction aux espaces vectoriels, je parle d'abord de groupe. Les espaces vectoriels, c'est vachement intéressant par exemple en physique. Physique, on fait des vecteurs. Intéressant. Même en analyse, on en a besoin des groupes. Parce qu'il y a les espaces fonctionnels. Tout simplement, il y a les espaces fonctionnels qui sont des espaces vectoriels ou des espaces pré-hilbertiens en fonction de ce qu'on fait. Et ce sont aussi des cas particuliers de groupe. Donc, comprendre comment fonctionnent les groupes, ça permet de comprendre comment fonctionnent plein d'autres structures mathématiques. De manière générale, je pense que cette théorie des groupes permet de nous ouvrir à l'immensité de la structure des mathématiques. On comprend à quel point les mathématiques sont structurées, à comprendre à quel point c'est... Ouais, tout est carré en maths, tout est bien structuré. Je sais pas comment répondre autrement, je sais pas si quelqu'un a une meilleure réponse à ça. Et après, voilà, c'est les questions épistémologiques que je suis en train de poser un peu sur ma chaîne au format short, hein, si certains ont vu ces formats-là. Finalement, est-ce qu'il y a besoin de trouver une utilité à ça, finalement? On en parle dans les programmes parce que voilà, c'est un peu nouveau, puis parce que c'est pas trop compliqué. Les gens qui sont en L1 peuvent comprendre, parce qu'il y a des exemples, on en a vu plein aujourd'hui, et on a des exemples qu'on voit en terminale, qu'on voit en première, en seconde, qu'on voit même avant, les entiers. Là, les entiers relatifs, munis de l'addition, hop, c'est un groupe. Donc c'est des choses qu'on peut introduire même avant, je pense. Je pense même qu'on peut introduire l'algèbre dès la seconde, peut-être. Je pense que c'est possible, quoi. Voilà, si quelqu'un a une meilleure réponse à ça, n'hésitez pas. Je connais la factorisation dans les entiers, mais pas dans les groupes. Alors la factorisation, elle est intéressante dans les anneaux. Justement, quand on fera de la théorie des anneaux, on parlera de la factorisation avec les anneaux factoriels. Justement, c'est vachement intéressant. Médéric, tu peux danser? Non. Absolument pas. Je te laisse mettre la chanson du cringe. Nous mettre le lien de la chanson du cringe si tu veux, Bernard Caneloni. C'est sympa les groupes. Bah oui, c'est sympa, bien sûr que c'est sympa. J'ai du retard sur les messages, je suis désolé. Médéric, tu nous fais une petite danse encore, il spam. Historiquement, les groupes modernes sont apparus quand? Ah, très bonne question, j'ai pas du tout la réponse. Historiquement, c'est apparu... Là, je vois la date de 1870. À la suite de contributions d'autres domaines des mathématiques, comme la théorie des nombres et la géométrie, la notion de groupe fut généralisée et plus fermement établie autour des années 1870.
Voilà. Est-ce que ça répond à la question? C'est pas forcément la vraie introduction, mais en tout cas, c'est la date à laquelle on a commencé vraiment à généraliser ça et à établir cette notion-là. Ah oui, mais alors pourquoi? Alors ensuite, pourquoi on introduit cette notion-là? Va voir la page Wikipédia, je pense, parce que tu verras en fait toutes les implications que ça a, cette théorie des groupes. J'ai du retard sur les messages, donc il faut que j'avance. Mais allez voir la page Wikipédia, elle est assez complète. Wikipédia, je pense que c'est une bonne source en matin. C'est assez complet, c'est assez fiable en général. Donc faut pas hésiter à utiliser Wikipédia en maths, je pense. Je me demandais, si je prends un ensemble quelconque, est-ce qu'on peut toujours trouver une loi qui en fait un groupe? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si c'est un ensemble fini, bah, tu prends Z sur NZ, tu prends le cardinal de l'ensemble et tu définis Z sur NZ, en définissant les opérations sur les éléments, mais à chaque élément, tu lui associes un entier naturel, puis hop, tu te débrouilles. Et si c'est un ensemble infini, bah pareil, tu l'associes à un ensemble qui a la même cardinalité, par exemple. Tu l'associes à Z, à R, puis tu fais des additions avec, par exemple. Donc oui, bien sûr, tu peux toujours trouver une loi qui fait un groupe. Tu peux même en trouver une infinité pour les ensembles infinis. Pas pour les ensembles finis, mais pour les ensembles infinis, tu peux en trouver une infinité, parce que tu peux toujours prendre l'élément que tu veux comme élément neutre. En fait, tu peux toujours faire un décalage, si tu veux, en prenant un autre élément en guise d'élément neutre. Donc tous les décalages vont fonctionner. Alors, Arthur qui propose, je précise bien que je parle de la façon moderne de voir les groupes. Je sais pas ce que t'appelles la version moderne. Pour les gens qui se demandent, ça veut dire quoi factorisé par le noyau? Ok. Helix est aussi logiquement tous les noms sont proches de 0. Je sais pas ce que tu veux dire par là, Helix. Enfin, les noms ils seront dits, ouais, comme on en parlait tout à l'heure, mais ouais, que tu reprécises ça. Alors, faut introduire la notion de groupe quotient, ça prend du temps. Oui, bah, faut parler, oui. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est très abstrait, je n'arrive pas à saisir l'intérêt, sans doute qu'il y en a un, mais je ne le vois pas. Est-ce que t'as réussi, du coup, avec mon explication, à mieux trouver l'intérêt, Tetsu, du coup? Quelqu'un peut répondre, je peux pas écouter. Ah oui, zut, j'ai répondu à Arthur sans qu'il puisse écouter. Ah merde, c'est redescendu, c'est remonté, je sais pas pourquoi ça fait ça. Lotsi qui a un M2 ratio. Venez chez moi, j'habite au Tri-Tri. Est-ce que ton horloge ressemble à ça? Si tu parles à moi, non, j'ai même pas d'horloge. Ah oui, c'est l'horloge de la salle de maths. Elle est marrante cette horloge. J'aimerais bien acheter des trucs comme ça, des petits goodies mathématiques. Comme on sait qu'il y en a un avec la même cardinalité. Alors, question de théorie des ensembles, ça me plaît. C'est-à-dire n'importe quel ensemble, il a une... Alors, si c'est un ensemble fini, le cardinal, en gros, c'est le nombre d'éléments. Donc, le cardinal existe. S'il est infini, c'est plus complexe que ça. Ça va être une histoire de bijection. Comment introduire les bijections La cardinalité d'un ensemble infini, ça correspond à la taille, en gros, de l'infini qui est représenté par cet ensemble. C'est-à-dire que les entiers naturels, en fait, t'en as beaucoup moins que les réels, par exemple. Les réels, tu vois, t'en as... ils sont très... Enfin, j'allais parler de densité, mais même ça, c'est faux, parce que les rationnels, ils sont denses aussi, et pourtant, c'est rationnel. Mais les réels, des nombres réels, t'en as beaucoup plus. Tu peux pas les numéroter un par un, en fait. Si t'admets que les entiers naturels, c'est des étiquettes, et qu'à chaque réel, tu veux associer une étiquette, avec un entier naturel, tu pourras pas. T'auras pas assez d'étiquettes pour numéroter tous les réels. Donc, les entiers naturels et les réels n'ont pas la même cardinalité. Je suis profondément désolé pour toi. Tous les ensembles ont une cardinalité, et ça, je pense que ça se démontre peut-être avec Cantor. Comment démontrer ça? Allô? Tu m'entends? Ah si, avec le... Ah oui, mais t'as l'histoire aussi du... Moi, je t'entends, hein, mais je pense que... L'hypothèse du continu, qui complique un peu la chose. Ouais.
Ah, ça complique la chose, là, parce que, effectivement, si t'admets, si tu rejettes l'hypothèse du continu, bon, c'est un truc de théorie des ensembles, faut que je vous fasse un cours de théorie des ensembles, c'est trop bien. J'en parlerai une autre fois, je pense. Mais c'est vachement intéressant. Je comprends pas trop quand c'est l'infini. Ouais, bah, j'en parlerai en théorie des ensembles. Tu peux préciser, s'il te plaît, pour munir un ensemble infini quelconque d'une loi qui en fait un groupe. Est-ce que quelqu'un a répondu à ça? Je sais pas. Alors, je suis en retard sur les messages, hein, donc désolé si je mets du temps à répondre aux messages, mais là, je suis en train de lire un message qui date de 22h41 de Pom Pom. Pom Pom Pom. Donc, j'ai un peu de retard. Donc, est-ce que je peux préciser pour munir un ensemble infini quelconque d'une loi qui en fait un groupe? Bah, c'est compliqué, un ensemble. Tu me demandes un ensemble quelconque, c'est compliqué à formaliser comme ça, mais tu peux trouver, quel que soit l'ensemble, on va dire un ensemble plus simple, un ensemble de nombres, par exemple, qui va correspondre, par exemple, aux entiers naturels ou aux réels. Si tu prends, je sais pas moi, l'ensemble de tous les... par exemple, de toutes les fonctions affines... Non. Si, de toutes les fonctions affines de pente 1, par exemple... Oh tiens, si, allez, c'est bien ça. Toutes les fonctions linéaires, allez, on va faire plus simple. De R dans R. Donc un truc qu'on voit en troisième, normalement. Tu prends les fonctions linéaires, t'en as combien des fonctions linéaires? T'en as une infinité, ok, mais c'est quel infini? C'est le même infini que les entiers naturels ou que les réels? Bah, c'est le même infini que les réels parce que si tu prends la pente de tes fonctions linéaires, tu sais, c'est des droites, hein, la courbe représentative, bah, les pentes, ça peut être n'importe quel réel. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4, 5, et jusqu'à l'infini. Tu vois, tu te rapproches de la verticale, plus tu augmentes. Mais tu peux aussi prendre des négatives. Tu as -1, -2, -3, -4, etc. Donc, il y a... Et puis, tu peux prendre pi, tu peux prendre un tiers, tu peux prendre tous les nombres réels en guise de pente pour ta fonction linéaire de R dans R. Donc, tu as autant de fonctions linéaires que de réels. Donc, par exemple, si tu veux créer un groupe sur l'ensemble des fonctions linéaires, tu vas associer à chaque fonction linéaire sa pente. Et donc voilà. Et à partir de là, tu fais les opérations usuelles sur les réels. Tu fais l'addition, par exemple. Hop, ça marche, t'as un groupe. Clouty, ouais. Solidarité pour que je puisse rattraper mon retard. Est-ce que mon horloge ressemble à ça? Du coup, j'ai répondu non. Il va bien exister des opérations entre deux groupes. Oui, on va faire la théorie des catégories si j'arrive à... si j'y arrive. Parce que d'habitude, en maths, j'ai l'impression que quand on définit des objets en maths, on essaie de les faire interagir entre eux. Ouais, carrément. Carrément. Et c'est le but de l'algèbre, d'ailleurs, je pense. Hein. L'algèbre, c'est un peu ça, c'est cet esprit-là d'interaction entre les éléments. C'est-à-dire qu'on arrête de voir les éléments juste eux tout seuls. On essaye de les voir réunis, et puis les voir effectivement interagir entre eux. C'est vraiment, je pense, ça le cœur de l'algèbre, ce qui fait vivre l'algèbre, c'est ça, c'est comment les objets mathématiques interagissent entre eux. Ils sont pas là tout seuls, quoi. C'est pas des éléments un par un, des éléments uniques. Ils ont des interactions, des opérations, des relations. Monsieur Char parlait des relations tout à l'heure. C'est exactement ça, quoi. Et donc, ouais, entre deux groupes, tu as des opérations. Déjà, tu as des morphismes, déjà, c'est intéressant. Alors, ça, c'est pas entre les groupes, hein, c'est entre les éléments des groupes. Mais t'as les morphismes, on en parlera plus tard. Bonjour, JSM qui vient de rejoindre. On arrive sur la fin du cours sur la théorie des groupes, là, donc malheureusement... Ah, j'aurais dû faire une rediff. J'aurais dû enregistrer et faire une rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne secondaire. Ah, dommage qu'il n'y ait pas pensé. Ah ouais, c'est con. J'aurais dû faire ça. Groupe qui a le même cardinal que notre ensemble. Bah du coup, j'ai répondu à ta question, pom pom pom, ou pas? Allô, tu m'entends là ou pas? E est l'ensemble des parties finies. Et pom 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 qui parle. Pardon. J'avais pas mis le son parce que. Allô, pom pom pom. Allô, tu m'entends? Allô. Ouais, bah, j'avais pas mis le son en fait parce que avec tous les pings, j'avais des notifications tout le temps, donc j'ai enlevé le son.
Bah du coup, ouais, j'ai pas trop compris quand on a un... Ouais, dans le cas général, genre si on sait pas que c'est un espace de fonction linéaire, juste un ensemble infini quelconque. Je comprends pas trop comment on fait pour trouver une loi si on peut... Genre si on connaît rien dessus. Sur cet ensemble, bah, tu connais forcément les éléments de ton ensemble. Un ensemble, il se caractérise par des éléments. Par ces éléments, en fait. Donc si tu me dis que tu connais l'ensemble, tu connais forcément ces éléments. T'es d'accord avec ça? Oui. Oui, je suis d'accord. Et à partir de là, si tu connais ces éléments, tu vas connaître sa cardinalité. Donc tu vas connaître, si c'est un ensemble fini, bon c'est facile, mais si c'est un ensemble infini, tu vas savoir quelle est sa taille, quelle est la taille de l'infini. Ouais, d'accord. Ok. Et en fonction de sa taille, tu vas toujours pouvoir l'associer à un ensemble plus classique. Je sais pas, enfin, tu vois, je prenais l'exemple des fonctions linéaires. Par exemple, si tu n'arrives pas à trouver un exemple d'opération que tu peux faire dessus, de groupe avec Mais ça, par exemple, si bah, tu essaies de te ramener à un plus groupe. gros que R. Ouais. Si c'est beaucoup plus gros que R, par exemple. Eh ben, si c'est beaucoup plus gros que R, tu prends l'ensemble des parties. L'ensemble des parties de R que tu itères autant de fois que nécessaire. Par exemple, l'ensemble des parties de R, c'est un cardinal plus gros que R. Ça, c'est le théorème de Cantor qui le démontre. Sur toutes les cardinalités, comme ça? Avec l'hypothèse du continu, oui. Tu tombes sur toutes les cardinalités comme ça. Il faut supposer l'hypothèse du continu, sinon ça marche pas. Sinon ça marche pas, parce que... tu connais l'hypothèse du continu ou pas? Vaguement, j'ai vu une vidéo d'Axel Arnaud dessus, ouais. Le bon vieux Axel Arnaud. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'hypothèse du continu affirme que entre les entiers naturels et les réels, et l'ensemble des nombres réels, il n'y a pas d'ensemble intermédiaire en termes de taille. C'est-à-dire que un ensemble qui est inclus dans R, il est soit fini, soit il a la même cardinalité que les entiers naturels, donc on peut les compter, les numéroter un par un, soit il a la même cardinalité que R. Là, ce qu'on appelle la puissance du continu, d'ailleurs, pour parler de R. Donc ça, c'est l'hypothèse du continu. Mais en fait, cette hypothèse-là, elle est indécidable de la théorie des ensembles, c'est-à-dire qu'on peut supposer qu'elle est vraie ou supposer qu'elle est fausse, ça ne change rien aux mathématiques, en fait. On peut travailler dans les deux avec l'hypothèse ou avec le contraire de l'hypothèse. Ça change rien au reste des maths. Enfin, au final, ça change parce qu'on aura des théorèmes qui dépendront de ça, mais la plupart non. Mais Ça va pas, la théorie va pas être incohérente. Comment? Si on prend l'ensemble des parties, je sais pas, genre l'ensemble des parties de R, on peut munir ça d'une loi de groupe facilement? Ouais, tu prends l'union, tout simplement. Tu prends juste l'union et puis... Il y a un inverse? Parce que c'est des ensembles d'ensembles. Comment? Il y a un inverse pour l'union? Ah oui, pardon. Non, oui, t'as raison. Qu'est-ce que je raconte? Non, il n'y a pas d'inverse pour l'union. Oui, ça marche pas ce que je dis. Comment tu munis ça d'un groupe? Il doit y avoir... Alors, attends. Groupe, théorie des ensembles. Il doit y avoir peut-être une loi... je me demande si l'union disjointe... Bah non, ça marche pas non plus. C'est une bonne question, ça. Ah, peut-être l'union disjointe, non? C'est quoi comme opération, l'union disjointe? Je connais l'union, mais c'est l'union, mais tu prives l'intersection. C'est l'union... on l'appelle non, pardon, l'union exclusive, en fait. Je dis union disjointe, mais c'est union exclusive. La différence symétrique? Oui, ou différence symétrique, oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Différence symétrique. Mais je suis pas sûr de ce que je raconte. Hein. S'il y a quelqu'un qui sait d'ailleurs qui a la réponse. Est-ce que la différence symétrique, ça marche? Est-ce que ça fait un groupe? Oui, ça fait bien une loi de groupe, me dit Seraphim. Ok. Ouais, donc a priori, ouais, la différence symétrique, ça ferait bien une loi de groupe. À démontrer, exercice intéressant. Algèbre des parties dans l'ensemble, je vois. À démontrer. Exercice pour demain. Démontrer que
La différence symétrique, ça donne une loi de groupe. Donc, Mais voilà, du coup, ça répond à ta question? Ouais. Ah, excuse-moi. Es-tu mais du coup, excuse-moi. Peut-être, enfin, désolé si je ralentis le truc, mais j'ai pas bien compris le rapport entre, du coup, le fait qu'il y ait des ensembles qui aient pas la même cardinalité, du fait qu'ils soient infinis, et le fait qu'on parle de groupe. Enfin, j'ai du mal à comprendre ça. Est-ce qu'il y a un En fait, la rapport? question de Pom Pom Pom, c'était... est-ce que... Ouais, il y a le... Enfin, c'est surtout que sa question, c'était... est-ce que pour n'importe quel ensemble, on peut toujours trouver une loi de groupe? Et donc, en fait, la question qui se posait, c'était comment pour n'importe quel ensemble, tu vois, un ensemble, c'est pas forcément un ensemble de nombres, ça peut être un ensemble de, je sais pas, de tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut toujours se ramener à un truc en supposant l'hypothèse du continu, parce que tu peux toujours te ramener, quel que soit l'ensemble que tu prends, à un ensemble classique, un peu classique, avec l'ensemble des parties. L'ensemble des parties de R, petit r plein de fois, donc l'ensemble des parties de R. Mais Autant de fois que nécessaire. il n'y a pas un résultat qui dit que justement, il n'y a pas de correspondance entre un ensemble et son ensemble des parties, par exemple? Si, ça c'est le théorème de Cantor, mais ce que je veux dire, c'est l'ensemble des parties de R. Je prends toujours R comme exemple. C'est-à-dire que n'importe quel ensemble, en supposant l'hypothèse du continu, je vais pouvoir lui trouver ce qu'on appelle une bijection. Une bijection avec P de P de P de P de R, où P est répété un certain nombre de fois. Ok. Au lieu de prendre R, prends N. D'ailleurs, pour être plus général, parce que si je prends un ensemble qui est juste indénombrable, enfin qui a la puissance du continu, c'est juste P de N, quoi. Voilà. Ça répond. Est-ce que ça répond à vos questions, du coup, à la fois Tetsu et Pom Pom Pom? Oui, ça répond. Ça répond à ma question. Ok. Et n'hésitez pas. Ah, il y a quelqu'un qui tousse, qui est en train de mourir. Alors, où est-ce que j'en étais? Oh là là, j'ai du retard. Quelqu'un qui nous parle des foncteurs, mais oui, avec la théorie des catégories, magnifique. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Théorie des distributions, c'est pour quand? Certainement pas pour aujourd'hui. Cours de théorie des catégories, ouais, mais on me l'a déjà demandé. On me l'a déjà demandé. Je vais le faire, je sais pas quand. Faut que moi-même je sois à l'aise aussi sur le sujet, parce que c'est un truc que je fais un peu en autonomie, mais que j'ai pas vu encore très en détail, donc faut déjà que je sois vraiment à l'aise dessus. Géométrie algébrique, c'est bien. J'ai pas d'avis sur la question. J'en ai pas fait suffisamment pour pouvoir avoir un avis. Faut que t'aies fait les groupes avant, par contre. Ouais, je pense que c'est mieux. Médéric New, j'ai enregistré. Quoi tu parles? T'as enregistré quoi? Qu'est-ce que je peux regarder pour m'améliorer sur les groupes? Abonne-toi à ma chaîne, déjà, parce que je vais peut-être faire du contenu dessus. Pure06. Il y a une vidéo de Tribou One Brown, ouais, il fait des trucs de fou, lui. Allez vous abonner à Tribou One Brown, incroyable. Pure06, c'est quoi ton vrai nom? Ah, les gens vont faire des face reveal bientôt, on va me tomber dessus, on va me dire « Ah, tu demandes des face reveal à tes abonnés qui sont mineurs. » Surtout pas ça. Il faut aussi avoir fait de la topologie, c'est mieux. Rip la thèse. Je rattrape mon retard là, donc j'essaye d'aller lire les messages vite. Alors, différence symétrique. Ok, donc différence symétrique, ça donne bien une loi de groupe. Médéric New, je peux ne pas le faire l'exo. Tu peux. C'est ton choix. De toute façon, moi je pense que les devoirs, si je deviens prof un jour, ce qui est pas sûr, mais si je le deviens, les devoirs avec moi seront pas obligatoires. Je pense que il faut. C'est pas pour être gentil, hein. C'est juste pour responsabiliser les élèves. Pas forcément au collège. Si je suis prof au collège, là, faut pas exagérer non plus, mais au lycée, faut les responsabiliser. Et je pense que, par exemple, les terminales, je vais pas forcer les gens à faire des exos. Donc, l'X, t'es pas obligé de faire l'exo. C'est pas une question du second degré. Je sais pas de quoi tu parles. Hypothèse du continu, pas juste hypothèse du continu. L'hypothèse du continu généralisée, oui, je sais plus ce que j'ai dit sur l'hypothèse du continu. Ah oui, parce que oui. Parce que j'ai juste parlé de. Ok. Modulo, l'analyse complexe. Juste la réaction du choix, tu as l'ensemble des parties finies de X qui a le même cardinal que X.
C'est pas un axiome, ça se démontre. Je l'ai même fait sur ma chaîne. Je fais sur ma chaîne que l'ensemble des parties finies de X a le même cardinal que X. Je l'ai fait, non, je l'ai fait juste pour N, mais après tu peux généraliser le résultat pour plus. Mais c'est pas un axiome. Non. Alors, ou alors j'ai fait n'importe quoi dans ma vidéo, mais non, je t'ai démontré, j'ai fait un algorithme même. L'ensemble des parties finies est un groupe avec la différence. Ok, oui. Je suis en retard. Ouais, je lis les messages qui datent de 22h56 là. Tac, tac, tac. Stop, c'est bien, vous êtes gentil. Après un post, non, ok. Ah, ça y est, je suis arrivé. 22h59, j'ai fini. Fini. Vous pouvez parler, vous pouvez écrire des messages, poser des questions. Allez-y, j'ai rattrapé mon retard. Mais go, continuez ton cours. Ça y est, 23h tout pile là, ça y est. 23h. La cloche ne sonne pas parce qu'il est 23h et que ça sonne pas à 23h. Il est fini. On venait de finir de parler des groupes finis. Ok, bah, il va falloir que je parle des groupes infinis alors, c'est ça. On a fait Z sur NZ. On n'a pas fait le produit cartésien des Z sur NZ. Ça a commencé à faire tard. Hein. Je pensais partir sur 2 heures maximum et après répondre à des questions. Ah, mais le produit direct. Mais attends, il faut que je revoie le produit direct d'un groupe parce que ça, ils l'ont fait en SEB. On n'a jamais fait d'exo dessus. Mais... Alors, produit direct de groupe. Ah oui, c'est... Oui, ok. Oui, c'est juste la loi. Si, en fait, on a fait des exos dessus. C'est le produit semi-direct, pardon. On n'a pas fait d'exo dessus. Produit direct, c'est bon. J'ai la ref. On parle de la fraude Pythagore. Voilà. Je peux peut-être dire que Pythagore, son théorème, il est pas si incroyable que ça, parce qu'en fait, c'est juste un corollaire du théorème d'Al-Kashi. J'en ai déjà fait une vidéo aussi. Hein. Donc, ouais, franchement, le théorème de Pythagore, c'est une grosse fraude, parce que le théorème d'Al-Kashi, il est beaucoup plus général, quoi. Donc, à partir de là, apprenez le théorème d'Al-Kashi, arrêtez d'apprendre Pythagore, apprenez Al-Kashi, puis vous embêtez pas. Hein. Pythagore, ça sert à rien. Al-Kashi. Faut juste savoir que le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Quoi. Et que c'est le seul... Il y a moins 90 aussi. 270, mais... T'as vu ma vidéo sur le théorème d'Al-Kashi. T'as vu que je l'ai démontré aussi, le théorème d'Al-Kashi. J'ai fait la démonstration avec le produit scalaire. C'est le théorème de Pythagore. Ça, je suis content parce que c'est la... C'est une vidéo où j'ai fini 2e à un concours de vidéos de maths. C'est un peu ce qu'a lancé en fait ma chaîne de maths. Hein. En fait, c'est cette vidéo-là qui m'a donné envie de continuer, parce que j'ai vu que j'avais fini 2e à un concours, donc finalement mes vidéos étaient pas trop mal. Donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas continuer. Hein. Donc j'ai fait 2 autres épisodes après ça, puis après je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire une chaîne complète. Tu veux pas nous parler de morphisme Si, mais alors, déjà d'une part, il y a plus grand monde, donc c'est un peu dommage. Et d'autre part, les morphismes, il y a tellement de trucs à dire que là, 23h... C'est la fin de ce cours d'initiation à la théorie des groupes, j'espère que ça t'a plu. Ce sera peut-être intéressant de poursuivre ce concept avec d'autres domaines des mathématiques, hein, avec d'autres chapitres éventuellement. Mais pour ça, j'attends d'atteindre le seuil des 50 000 abonnés sur ma chaîne principale, on y est presque, alors je compte sur toi. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut!